J'ai le plaisir avec l'équipe municipale de recevoir Richard Vassakos et Alain D'Amato. Alors ce ne sont pas deux inconnus à Bessan pour des raisons différentes, mais d'abord Richard qui a été pendant pas mal d'années enseignant au collège Victor Hugo, mais qui a aussi des attaches familiales bessanaises, donc on est ravis de le recevoir aujourd'hui. Et Alain D'Amato. Alors Alain D'Amato c'est un agatoire, hein, on n'est pas parfait. Donc, mais bon, Villeneuve-les-Béziers aussi, qui est au cœur de son action, et puis un éditeur et un auteur que l'on connaît, que l'on soutient régulièrement, parce que ses ouvrages sont toujours de qualité, et ils viennent aujourd'hui tous les deux gracieusement à Bessan pour cette rencontre, cette conférence, ce moment, autour de Jean Moulin, autour de l'artiste et autour du politique. Merci. Merci de nous accueillir ici. Donc pourquoi proposer un portrait de Jean Moulin? D'aucuns vous diront que ce ne sont pas les conférences hommages qui ont manqué dans sa ville natale et ailleurs. Et pourquoi proposer un portrait mêlant l'artiste et le politique? D'aucuns vous diront que l'activité artistique de Jean Moulin était secondaire, tout au plus une vocation contrariée. D'aucuns vous diront aussi que Jean Moulin n'a jamais fait de politique, que le sens de son engagement n'était que patriotique. Alain et moi pensons tout l'inverse, nous pensons que ce sont ces dimensions, en réalité, artistiques et politiques, qui l'ont amené à devenir à la fois un rebelle et l'unificateur de la mosaïque résistante derrière le général de Gaulle. Donc l'objet de notre conférence n'est pas de dresser un panégyrique béat, mais bel et bien de replacer Jean Moulin dans son temps, dans son contexte familial, intellectuel, artistique et politique. Et immédiatement, nous commençons avec la formation politique et artistique dans la première partie de sa vie, 1899-1934. Le premier élément structurant de Jean Moulin, c'est la place éminente de son père. Derrière Jean Moulin, il y a la figure d'Antonin Moulin, et il y a une tradition familiale. La famille de Jean Moulin est enracinée en Provence, à Saint-Agnol, exactement, dans les Alpilles, et c'est un village qui joue un rôle très important dans la vie de la famille Moulin et dans la vie de Jean. Alain vous en parlera. Jean prend place dans une dynastie républicaine qui s'inscrit dans ce qu'on appelle à partir du milieu du XIXe siècle le Midi Rouge, qui va des Pyrénées-Orientales jusqu'au Var, en passant bien sûr par l'Hérault, où on trouve le même type de dynastie. Le grand-père, Jean-Alphonse Moulin, était un tisserand aux idées républicaines bien affirmées. Il s'oppose à l'Empire en 1851 lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, comme par exemple les viticulteurs et les paysans bessanais qui se révoltent, les gens qui vont à Béziers en 1851. Il s'oppose à l'Empire donc en 1851, mais lorsque la République revient, il y a l'ordre moral et il est emprisonné pendant 3 mois en 1877 parce qu'il a lutté contre MacMahon et les monarchistes. Alphonse transmet cette fibre à son fils Antonin, qui reçoit un blâme pour avoir, de 3 jours du lycée d'Avignon, pour avoir fait ovationner en 1875 le député républicain du CRU, le seul député républicain du CRU. Alphonse et Antonin sont de fervents républicains et ils vénèrent la figure républicaine de l'époque, Léon Gambetta. Léon Gambetta, c'est le héros d'Antonin. Et donc Jean va se revendiquer de cet héritage tout au long de sa vie, et parfois dans certains discours, comme celui qui tient en 1939, à Chartres, où il dit « Je suis le petit-fils d'un homme qui a connu les prisons du Second Empire ». Antonin fait des études brillantes et devient professeur en 1879. Et il est d'abord nommé à Bédarieux, et puis ensuite il est nommé à Henri IV à Béziers, et il se spécialise dans l'histoire et la géographie. Il s'insère, en arrivant à Béziers, dans le mouvement républicain biterrois qui est solide, organisé et combatif. Dès 1884, il devient conseiller municipal avec Alphonse Masse et il milite dans de très nombreuses associations, dans de très nombreux groupements républicains. Il fait partie du comité républicain anti-boulangiste en 1889. Il est Dreyfusard en 1896, c'est-à-dire qu'il prend la défense du capitaine de Dreyfus, et il fait partie de la Ligue des droits de l'homme, dont il devient le président en 1901. Il est également franc-maçon. Les francs-maçons sont du côté de la République, notamment le Grand Orient, et il intègre la loge de l'action sociale, très importante sur Béziers. Et il intègre ensuite, en 1904, le Parti radical,
dont il était déjà, dans lequel il était dans l'orbite. Il devient d'ailleurs conseiller général en 1913 et il le reste jusqu'en 1931 et il est en même temps adjoint à la mairie de Béziers. Il d'ailleurs écrit beaucoup dans la presse républicaine de l'époque et même il devient parfois l'objet de portraits. Ici, dans tout Béziers, il passera. Il est, comme les républicains de l'époque, un fervent anticlérical. Il, pourtant, ne contrarie pas la vocation religieuse de sa femme, de son épouse, ses convictions religieuses, qui est très pratiquante. Et donc, Jean est baptisé et il fait sa communion en 1910 à Saint-Andiol, comme finalement avait fait Jaurès, qui avait fait baptiser et qui avait fait faire la communion à ses enfants. Finalement, il est bien dans l'esprit de la loi de 1905 en séparant finalement le public du privé. Durant ces 20 premières années, dans l'appartement des Moulins, défilent les grandes figures républicaines de Béziers, Jean-Baptiste Perdreau par exemple, Paul Paget qui est adjoint, qui est patron du journal L'Hérault, Léon Dupré qui est le correspondant du Petit Méridional, qui est vénérable aussi de la loge de l'Action sociale, et Jalbert, le député Louis Laferre, le maire Alphonse Masse, Castelbon de Bozost, le mécène. Tout ce petit monde se succède dans l'appartement des Moulins, dans l'activité des Moulins, et donc Jean est biberonné, si j'ose dire, avec toutes ces figures. Oui, comme vient de le dire Richard, vous l'aurez compris, Jean Moulin grandit dans un environnement extrêmement baigné de culture. Pourquoi ? Parce que Béziers, fin 19e, début 20e, est une ville prospère grâce à la monoculture de la vigne et ses riches propriétaires terriens, ses négociants, et forcément quand on a beaucoup d'argent et qu'on ne sait plus trop quoi en faire, on devient aussi mécène, c'est-à-dire qu'on soutient des artistes. Et forcément, là où il y a de l'argent, bien souvent se trouvent les artistes, et donc à Béziers, donc, nous avions des mécènes, vous en connaissez probablement certains, comme Castelbon de Bozost ou Gustave Fayet. Et donc, tous ces artistes, sculpteurs, écrivains, peintres, musiciens, graveurs, sont soutenus par ces mécènes. On passe évidemment en premier à Camille Saint-Saëns ou à un Jalbert, le sculpteur. Donc Camille Saint-Saëns, bien sûr, le compositeur, Villeneuve, Magro aussi, sculpteur. Alors Magro, on le verra plus tard, qui était très peu apprécié de Jean Moulin, qui disait de lui qu'il était le statuaire pour collège de garçons. Il y a aussi les peintres Félix Cambon, Louis-Paul, et tout ce petit monde est encadré par des sociétés artistiques, littéraires et historiques extrêmement actives. Alors, on le sait, Jean est allé à plusieurs reprises, alors on n'a pas exactement les noms des spectacles auxquels il a assisté, mais son père l'a amené à divers spectacles lyriques aux arènes. On sait qu'il a été joué par Isiatis, Prométhée, Armide, Déjanire entre autres, mais il a fait un pastel en 1922 qui s'appelle Les Picadors. On sait aussi qu'il est allé voir des corridas. Vous avez ici le diaporama du pastel qu'il a fait en 1922. Pour résumer, l'entourage, donc le capital social et culturel transmis par Antonin à Jean ont incontestablement contribué de sa construction à venir. Et donc, dans ce petit appartement de la rue de Lorraine, qui a été rénové récemment, eh bien, Antonin fait la leçon quotidiennement à Jean, et c'est le culte de la nation, c'est le culte surtout de la République. Et donc, il y a une imprégnation très très régulière du roman national, du roman républicain à la façon de la Troisième République, avec ses grands personnages. Et on peut dire que les grands personnages de l'histoire de France hantent ce petit appartement régulièrement, au point que Jean va s'approprier, s'identifier à un certain nombre de figures. Et alors, s'il y a un devoir à l'école qu'on peut retenir, c'est une dissertation. Nous sommes en mai 1915, en pleine Première Guerre mondiale, et le professeur demande à ses élèves de faire une dissertation sur leur héros préféré, Jean choisi Vercingétorix. Je vous en lis un extrait parce que vous allez comprendre que ça peut avoir un lien avec ce qui s'est passé des années plus tard.
Dès ses origines, la France montre des exemples de courage et d'abnégation. Vercingétorix, le héros de l'indépendance gauloise, combattit et se sacrifia pour la liberté de sa patrie. Il employa toute sa vie pour affranchir la Gaule du joug écrasant des Romains. Il voyait avec un serrement de cœur les Romains victorieux vivre aux dépens des Gaulois, et il exhorta les siens à s'unir pour reconquérir leur liberté. Par ses encouragements, il communiqua son ardeur aux Gaulois qui firent taire toutes leurs querelles et se rallièrent sous leur jeune chef. Et donc Vercingétorix avait vécu et était mort pour rétablir la liberté de son pays. On le voit là, le républicanisme, le patriotisme ont construit le personnage qu'il est devenu, et comment ne pas voir dans cette dissertation son action héroïque qu'il effectuera 25 ans plus tard. Alors, on voit bien ici tout le travail d'Antonin et cette vision de l'histoire idéalisée, très Troisième République, et le héros républicain par excellence transmis par Antonin à Jean, c'est Casimir Péret. Casimir Péret, Antonin écrit un livre sur lui et fait ériger ce monument qui se trouve aujourd'hui devant l'ancien tribunal, qui était la sous-préfecture de Béziers en 1851. C'est un monument qui est en hommage à Casimir Péret, le maire de Béziers qui s'oppose au coup d'État de 1851, qui est déporté en Guyane et qui meurt en tentant de s'évader. Donc là aussi, on voit les identifications qu'a pu faire Jean par la suite, avec tout l'écho que ça a aussi dans l'histoire familiale, puisque le grand-père de Jean avait été lui aussi un opposant au coup d'État de 1851. Donc voilà, on voit les coïncidences en amont et en aval dans l'histoire familiale. C'est un monument aussi qui est dédié aux proscrits du coup d'État de 1851, c'est-à-dire tous ces paysans dont je parlais tout à l'heure, qui se sont levés contre Louis-Napoléon Bonaparte et qui sont allés à Béziers pour essayer de défendre la République. Dans ce que transmet également Antonin, il y a aussi une ferveur en faveur de l'école publique. L'école publique, c'est la grande œuvre de la Troisième République. Et donc, Antonin vraiment pousse Jean dans les études, même si ce n'est pas forcément une réussite, mais il va soutenir cet apprentissage de l'histoire au point que, par exemple, Jean apprend par cœur la Déclaration des droits de l'homme. Donc on voit cette relation à l'histoire et cette relation à l'histoire républicaine. En revanche, Antonin est un radical, et un radical, je dirais, pur sucre, pur jus, puisque s'il ne nie pas qu'il y a des problèmes sociaux, il n'est pas du tout marxiste, il ne va pas aller sur l'aile gauche des républicains de l'époque, il est plutôt modéré et plutôt libéral. D'ailleurs, en 1907, il condamne la mutinerie qui a lieu à Béziers, il condamne les manifestations. Pourquoi? Parce que le gouvernement est radical, c'est Clemenceau qui est au pouvoir. Et donc Jean et sa sœur Laure, qui sont dans l'appartement de la rue de Lorraine, sont interdits de sortir voir les manifestants qui sont sur le champ de Mars. Et donc voilà, il y a une véritable opposition de style, ou en tout cas ce sont des républicains centristes, on va dire, et donc ils s'opposent d'une certaine façon aux socialistes qui ont le vent en poupe, et notamment quand Jean Jaurès vient à Béziers en 1905, il regrette que celui-ci, qui est le plus grand et le plus admirable socialiste, utilise son admirable éloquence à désagréger le bloc républicain. Finalement, on pourrait résumer tout ce que nous venons de dire dans ces quelques minutes par une phrase: mon père ce héros. Et pourtant, c'est pas aussi simple que ça. Parce que Jean n'est pas forcément parti pour marcher dans les traces de papa, malgré l'éducation qu'il reçoit. Et oui, parce que tout petit, dès l'âge de 5 ans, il commence à dessiner, il commence à griffonner, à faire des petits croquis. Alors, bien entendu, encore une fois, l'environnement familial. Son père lit beaucoup de revues, revues illustrées de l'époque. Et Jean découvre dans ces revues les Bobo, Forain, Branly, Radiguet, Les Rois, et puis tant d'autres qu'il découvre donc et qu'il essaye d'imiter. Voilà, donc ces revues, vous les connaissez, c'est Le Petit Méridional, Gilles Blas, Le Rire ou L'Assiette au beurre, entre autres. Et donc sa scolarité, Richard l'a évoqué brièvement, elle se fait à Henri IV. Vous connaissez Henri IV à Béziers. Donc on faisait sa scolarité du primaire jusqu'au lycée, tout se faisait là-bas, il n'y avait pas d'autre école. Et puis donc c'est une école de fils de notables.
alors Jean est un élève moyen, surtout après 1907. Il devient moyen, il est rêveur, il est dissipé, il est turbulent, il est même un peu feignant sur les bords. Et puis il dessine partout, tout le temps, dans le journal illustré du collège, et puis il caricature ses professeurs, comme vous l'avez voilà, ici. Et je vous disais, ces résultats à partir de 1907 sont en baisse. Pourquoi? Parce que le 2 mars 1907, son frère aîné, 12 ans d'écart, son frère qu'il adorait, meurt d'une péritonite, et il meurt d'atroces souffrances. Alors Jean est envoyé à Saint-Andiol pour éviter qu'il assiste justement à sa terrible agonie. Il assistera depuis les fenêtres de la maison natale, de la maison familiale de Saint-Andiol aux obsèques. Il verra le cortège passer. Et puis Antonin est inquiet parce que Jean se ferme. Et puis, vous savez, on est dans une époque où le garçon, c'est encore le patriarcat, bien sûr, et c'est le dernier espoir de la famille. Pourtant, il a une sœur qui est plus âgée que lui, mais c'est sur Jean maintenant que tout repose. Alors, cette mort de Joseph sera une cicatrice à vie pour Jean, et on en trouvera des traces dans son œuvre future, notamment le fils prodigue et le Pietà sur faïence, donc, qui est inspiré du calvaire de Braspar en Bretagne quand il sera sous-préfet à Châtelain. Et également, il utilisera le prénom de son frère pour sa première fausse identité, Joseph Mercier. Petite question, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelait Joseph Mercier, Jacques Martel, tout comme Pierre Brossolette s'appelait Paul Boutet ou Philippe Baron par exemple? Parce qu'en fait, vous savez, à l'époque, on ne s'habillait pas chez Kiabi, on ne changeait pas d'habit toutes les 5 minutes, et puis on avait des habits qui étaient brodés, vous savez, des chemises qui étaient brodées au nom, aux initiales plutôt. Et donc il fallait forcément, on ne changeait pas de vêtements, il fallait forcément avoir une fausse identité avec ses vraies initiales pour que ça ne puisse pas paraître suspect quand on avait un contrôle. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est une petite anecdote que peu connaissent. Donc je reviens à 1907, et puis donc après la mort de Joseph, et donc vous savez, Jean Moulin habitait au Champ de Mars, face au Champ de Mars du moins, et depuis le balcon, il voit beaucoup de choses. Alors c'est un lieu d'inspiration pour lui, il dessine. Et il voit les foires, les marchés aux bestiaux, les spectacles, les cirques, les exercices militaires. Et donc sa sœur dira de lui qu'il avait un vrai don d'observation et qu'il savait aller à l'essentiel, malgré bien entendu son jeune âge. N'oublions pas qu'en 1907 il a 8 ans, une certaine naïveté, ce qui est tout à fait normal. Et puis bon, Jean grandit, et puis la guerre arrive, et il ne va pas échapper, on l'a vu sur la dissertation tout à l'heure de 1915, au patriotisme exacerbé que tout le monde connaît, qui est de rigueur à cette époque-là, et puis ça donne encore joie. Donc il fait des dessins, le diapo, hop, il fait des dessins. Donc nous avons ici, alors je ne vois pas là, mais nous avons Laure, donc qui est, enfin, on suppose que c'est Laure, puisque elle s'est engagée, elle a arrêté ses études pour faire infirmière pour soigner les blessés. Diapo en dessous, c'est Wilson, il était déjà anti-américain, Wilson le grand profiteur. Les embusqués de l'arrière, ceux qui faisaient tout pour échapper, bien entendu, au front. Alors souvent ces dessins-là sur les embusqués étaient refusés. Voilà. Et puis bien entendu un dessin sur les Allemands. Voilà, il a fait un certain nombre de dessins comme ça. Et puis le soir, en rentrant de l'école, ou l'après-midi, quand il n'a pas école, discrètement avec des camarades, il va décoller les affiches de propagande. Vous savez, il y avait des grandes stars de l'époque comme Alexandre Steinlein qui faisait des dessins, vous savez, donnez votre ordre, etc. Et donc il décollait les affiches, hop, et il faisait attention de ne pas se faire attraper parce que c'était, voilà, il fallait pas. Et donc il les gardait et les conservait chez lui. Et puis arrive le grand moment, sa première publication, en octobre 1915 dans la baïonnette, alors bien entendu avec le soutien de papa qui a fait un petit courrier pour que Jean puisse avoir cette publication. C'était un numéro spécial qui s'appelait Nos Gosses, et donc avec la couverture de Poubeau, donc Jean se retrouve
à dessiner à côté, à être publié à côté de ses idoles. Donc il perçoit un petit salaire, 10 francs, ce qui est déjà bien, et dès lors, il va publier sans discontinuer dans des revues nationales jusqu'en 1932 environ, on y reviendra plus tard, alors dans des revues comme La Guerre sociale, Le Carnet de la Semaine, Le Journal amusant, Ric et Rac, Le Rire et Gringoire, Le Réveil des gauches, Candide, mais aussi dans des parutions plus locales au gré de ses affectations, où il effectuera quelques contributions, notamment sur Montpellier, et puis aussi quand il sera en Savoie. Alors nous sommes toujours pendant la Première Guerre mondiale, et nous sommes en 1917, alors il obtient le bac, mais alors sans gloire, hein, voilà. Mais il a le bac. Il a sans vocation particulière, son père l'inscrit pour faire ses études de droit à Montpellier, et il le fait rentrer au cabinet du préfet de l'Hérault, bien sûr, parce que Antonin a peur que son fils n'embrasse une carrière artistique qu'il considérerait comme sans lendemain. Mais il faut savoir que tout au long de sa vie jusqu'à la résistance, bien entendu, professionnelle, Jean aura bénéficié de réseaux, ou même des réseaux de son père, qui était quand même, comme l'a dit Richard, conseiller général, des réseaux de son père ou des réseaux qu'il se forgera, qu'il se créera lui-même au gré de ses affectations. Mais voilà, même si c'était un excellent fonctionnaire, haut fonctionnaire, il aura quand même bénéficié de facilités pour grimper dans la hiérarchie, jusqu'à sa nomination comme préfet. Voilà. Donc ceci n'enlève rien, hein, entendons-nous bien, à ses qualités. Et puis vient l'heure de la mobilisation. Il a bientôt 19 ans, il est mobilisé dans le génie en avril 1918 et il fait ses classes à Montpellier. Alors il part pour le front en septembre du côté de la Lorraine, mais il ne participe pas au combat. Alors il aura cette honnêteté, lui, de toujours reconnaître qu'il n'a pas participé au combat, contrairement à d'autres qui se sont vantés alors qu'ils n'y ont pas participé. Et, carnet en poche, il dessine les désastres de la guerre. Voilà, les blessés, les fosses communes, la nuit des soldats, les ruines de Verdun, etc. Et puis, la guerre se termine, quelques semaines plus tard, et donc il obtient une permission, puis une autre permission, et il découvre Paris. Il n'est pas très loin, par la gare de l'Est, il arrive à Paris et il est hébergé par des amis de la famille Oran, qui est propriétaire d'un bar cinéma très connu à l'époque, le 1000 Colonnes, rue de la Gaîté. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de Bobino, voilà, c'est à côté. Ça n'existe plus maintenant, hein, le 1000 Colonnes. Voilà, donc il va tomber amoureux de la fille, mais il y aura un refus de mariage de la part du père Oran pour situation professionnelle qui ne correspondait pas aux attentes de la famille, donc fin 1923. Voilà, donc par contre il va découvrir Paris, Montparnasse, ses bars, sa vie artistique et surtout sa vie dissolue et avec une soif infinie de se libérer, de faire la fête. Voilà. La Grande Guerre, comme le fera la suivante, aura fabriqué ses héros, elle a contribué à bâtir de nouvelles fortunes, elle a redessiné la carte du monde, mais surtout elle a décimé toute une génération et endeuillé presque chaque famille. Alors depuis la fin du conflit, les gens sont pressés de tourner la page pour s'immerger dans ces années complètement folles qui s'annoncent, et ils veulent profiter des plaisirs de la vie qui s'offrent à eux. Mais on le voit, si toute une génération ressent ce besoin de tourner aussi rapidement le dos à ce douloureux passé, c'est qu'elle n'a pas de temps à perdre. Elle est parfaitement consciente que les cicatrices de ces 4 dernières et longues années ne se refermeront pas de sitôt et que dans un avenir proche, elle pourrait bien à nouveau connaître les affres d'une guerre que finalement, au fond, chacun sait inévitable, mais à laquelle personne ne veut réellement penser. Et Jean n'y échappe pas, et lui aussi veut s'amuser, et il veut profiter de la vie. Voilà. Alors en septembre 1919, il obtient un sursis pour poursuivre ses études, bien sûr grâce à l'intervention de papa, avec donc
une moitié du service militaire qui était à l'époque de 3 ans, donc il aura effectué 18 mois, il est démobilisé et il reprend son poste de préfecture, mais devient cette fois sous-chef de cabinet. Alors, partout où il passe, il participe à la vie locale et donc forcément à Montpellier, à la vie étudiante, puisqu'il est encore étudiant. Il va dessiner dans l'école des étudiants et dans la lanterne de Diogène. Il va réaliser une affiche que vous avez à l'écran qui est non retenue pour le congrès de l'Union nationale des associations d'étudiants. Et vous regardez bien en bas, du côté de la patte du cheval, vous avez une signature Jean Moulin. Dès lors, c'est sa dernière signature, puisque à partir de là, pour ne pas mélanger l'artiste du fonctionnaire, pour bien séparer les deux, il va signer dans un premier temps Juanito, et puis ensuite JM, et bientôt il va signer dès 1922 du nom de Romanin. Vous avez déjà entendu, c'est un château au pied duquel il jouait quand il était enfant, du côté de Saint-Andiol, dans les Alpilles. Alors, il va au bal, participe au carnaval, il fréquente les guinguettes, les cafés, il aime s'amuser, et de la vie de tous ses amis, c'est un camarade gai, jovial et enjoué. Alors, à l'aube de cette carrière préfectorale, il développe en même temps une véritable fibre politique, alors qu'il est fonctionnaire et donc soumis au devoir de réserve. Il découvre dans ses premières années professionnelles les arcanes de la préfecture. Il devient un observateur très fin de la vie politique et l'historienne Hélène Chauvin nous dit qu'il porte une grande attention aux manœuvres électorales et alors en particulier à celles qui concernent son père, puisque en 1919 il y a des élections cantonales et son père est candidat dans un canton de Béziers. Et donc il compulse les articles de l'Éclair, de la Dépêche et il fait le compte rendu à papa. Et il est donc encore dans cette mouvance de son père politiquement toujours radical, il se dira radical jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a son seul engagement politique, puisque en janvier 1921, il adhère aux Jeunesses laïques et républicaines, qui est en fait le mouvement de jeunesse du Parti radical. C'est le seul engagement politique officiel partisan qu'on lui connaisse, mais jusqu'au bout, jusqu'en 1943, il se dira toujours radical, comme papa, entre guillemets. Jean est devenu un jeune homme et il devient dandy. Il aime bien s'habiller, il aime bien les belles choses. Il se fait acheter des chaussures par sa sœur, une marque bien précise, des chapeaux, des costumes, il se fait faire des costumes taillés sur mesure. Il achète la dernière Amilcar Grand Sport quand il devient sous-préfet. Alors, il est quand même un modeste fonctionnaire, mais il ne veut pas moins bien paraître que la haute société qu'il fréquente de plus en plus. Et donc, on va s'apercevoir qu'il a un rapport assez particulier à l'argent, parce qu'il dépense beaucoup, il vit au-dessus de ses moyens, c'est un véritable panier percé, il est toujours à court d'argent, il est toujours en train de demander de l'argent à sa sœur ou à ses parents ou à son ami Marcel Bernard. Et pourtant, il a reçu une éducation avec une véritable valeur d'économie de la part de sa mère. Et dans ses courriers, il parle toujours d'argent. Dans ses correspondances, il n'y a pas une lettre où il ne parle pas à un moment donné du prix de quelque chose ou d'argent. Et alors, pour vous donner un exemple assez intéressant, assez cocasse, un jour, il va dépenser, quand il est sous-préfet, en Bretagne, il va dépenser 14 000 francs dans une voiture d'occasion, tout en tapant, ce sont ces termes, tout en tapant papa de 4 000 francs pour se payer cette voiture. Et le soir même, il est à Paris, il vient d'acheter la voiture et il se dit, tiens, je vais voir le dernier Chaplin au Gaumont, et c'est les lumières de la ville. Il choisit, et il le dit dans un courrier, d'aller à la séance de 18h parce que ça coûte 1,50 franc et que c'est moins cher que la séance précédente ou la séance suivante. De même, c'est un vrai fêtard. À Megève, il achète une tenue complète de ski à 600 francs pour aller au ski. Donc, il dépasse 200 francs la nuit pour une chambre, 70 francs d'apéritif le soir pour jouer aux cartes, 150 francs pour une bouteille de champagne pour séduire une jeune femme. Et puis, il va quitter Châteaulin en 1932-33 pour une sombre histoire de péage à rembourser qu'il ne veut pas rembourser à son préfet.
Et pourtant, ça ne va pas l'empêcher d'être très regardant sur les deniers publics. D'ailleurs, pendant la résistance, c'est lui qui va tenir les cordons de la bourse et forcément, ça va créer des tensions et c'est entre autres une des raisons qui va faire qu'il va le payer de sa vie. En février 1921, donc, il devient chef de cabinet du préfet de Savoie à Chambéry. La Savoie où il va rester 9 ans et où il va se nouer des amitiés, Richard va vous en parler, mais il se découvre aussi une passion pour l'opéra. Il va Wagner à Aix, les ballets russes à Paris, puisqu'il continue à faire des allers-retours sur Paris. Il rencontre Ravel en Savoie, donc il découvre le ski, je l'ai dit tout à l'heure, et il se familiarise avec les mondanités. Il faut savoir que la Savoie est une région de villégiature, c'est un repère de la bourgeoisie traditionnelle et des nouveaux riches, avec les casinos, à Aix et à Megève. Et c'est une région dont l'attrait est renforcé par les Jeux Olympiques d'hiver qui sont organisés en 1924 à Chamonix. Et donc, ici, vous avez des dessins donc, sur les riches qu'il fréquente. Tout en faisant la fête, comme je vous le disais, il continue à dessiner et il expose au Salon des Beaux-Arts de Chambéry en juillet 22 et il va réaliser l'affiche. On l'a pas mise ? Si. Laquelle ? L'affiche pour la foire de Chambéry. Non ? Ah, d'accord. Il réalise l'affiche pour la foire de Chambéry, donc celle-là sera retenue. Et on le voit, il s'intègre partout où il passe, je le répète, à la vie artistique. Alors, radical comme papa, mais en grandissant, en vieillissant, commence à se distinguer, à s'émanciper de son père, et notamment, le premier accroc entre le père et le fils, c'est 1924, au moment du cartel des gauches. Le cartel des gauches, c'est une alliance entre les radicaux et les socialistes. Jean y est favorable, alors que son père est beaucoup plus réticent. Son père dérive un petit peu sur l'aile droite, je dirais, du parti radical, notamment toujours avec ses préventions contre le marxisme, le socialisme, etc. Et Jean essaie de convaincre son père. Il lui dit le cartel n'est pas toujours un marché de dupes avec les socialistes. Et en fait, là, on sent dans les échanges une divergence de vue, alors sur un point tactique, parce qu'ils sont radicaux tous les deux, mais Jean conseille à son père d'y adhérer. Et comme son père s'est positionné de cette façon, Jean a peur que ça le mette en difficulté à la mairie de Béziers et dans son canton, et il lui conseille carrément de ne pas se représenter en 1925 au cantonal, car il juge qu'il s'est marginalisé au sein du conseil municipal en s'opposant au cartel. Il lui dit à l'heure actuelle, la formule du cartel fait le maximum. Il y a comme ça des courants qu'on ne remonte pas, et donc il reproche à son père de ne pas avoir pris ce train en marche. Donc cela montre qu'il est en train véritablement de s'émanciper et d'avoir ses propres jugements politiques. Et d'ailleurs, comme Alain l'a souligné, son père lui a fait son début de carrière, mais là il est en train de trouver un nouveau mentor. Et ce nouveau mentor, il le rencontre en Savoie, c'est Pierre Cotte. Il le croise une première fois lorsqu'il est sous-préfet, puis il le recroise en 1928 au moment des élections législatives, et ils deviennent amis. Pierre Cotte, vous l'avez dessiné sous les yeux, dessiné par Jean Moulin, qui signe Romanin. Jean Moulin admire l'énergie, l'éloquence de ce jeune avocat qui est tout à fait brillant, qui est jeune mais qui est aussi un passé prestigieux. Il était un ancien combattant courageux, et c'est une étoile montante au sein du Parti radical, et lui, il est plutôt à l'aile gauche du Parti radical, et donc voilà, il est sur une volonté d'alliance avec les socialistes, une modernisation de la société, réforme de l'État, et donc voilà, Jean Moulin et Pierre Cotte se lient et ils deviennent littéralement amis, puisque ici, cette photo au sport d'hiver, eh bien, ils sont tous les deux, Cotte est à gauche et Jean Moulin est sur la droite de la photo. Jean Moulin, qui est sous-préfet en Savoie, fait campagne et donne anonymement des dessins dans le journal de Cotte, Le Réveil des Gauches. Et donc, il y a véritablement, il outrepasse ses fonctions et il soutient la carrière de Pierre Cotte, qui d'ailleurs est élu en 1928 député, ce qui lui promet une carrière nationale. Et de ce fait, eh bien, il change, donc, je le disais, de mentor, puisque Pierre Cotte va devenir d'une certaine façon le protecteur de Jean Moulin et va faire appel à lui à plusieurs reprises. Alors nous allons revenir quelques années en arrière, en 1925.
Jean devient sous-préfet à Albertville, il a 26 ans, et il devient donc le plus jeune sous-préfet de France. L'année suivante, il se marie, donc en 1926, avec une jeune aristocrate, Marguerite Cerruti, qui a 7 ans de moins que lui, et qui tente une carrière de cantatrice, mais qui échoue piteusement au concours d'entrée au conservatoire, car la pauvre tient plus de la Castafiore que de la Calas. Elle est vraiment pas très douée, et ce mariage est un peu bancal. Jean pleure le jour des épousailles, il pleure au moment du toast. On ne sait pas si c'est de joie ou si c'est une erreur. Son épouse se retrouve plus souvent à Paris qu'avec son mari. Et arrive ce qui devait arriver, les rapports exécrables avec la mère font qu'au bout d'un moment, ça craque. Et 2 ans après, Jean obtient le divorce au tort exclusif de son épouse pour abandon de domicile. Alors, on est un peu un Tresport déçu et mariage raté, après le refus du père Morand d'accepter un mariage entre sa fille et Jean, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, fin 23, c'est une nouvelle déconvenue pour le jeune sous-préfet. Il devient dès lors un célibataire endurci qui multiplie les aventures, et ça aura bien entendu des conséquences sur sa vie future, notamment pendant la Résistance. Et puis, on le retrouve à Montparnasse, où il se rend régulièrement, il écume les opéras, théâtre, cinéma, les expos, les musées, et surtout il fréquente assidûment les brasseries dont vous avez probablement entendu parler, le Dôme, la Rotonde, la Closerie des Lilas, le Select, la Coupole, entre autres. Et avec son carnet de croquis en poche, il dessine l'effervescence des nuits interlopes de Montparnasse. On a ici un dessin, vous voyez, où on reconnaît quelques artistes, notamment au premier plan, Fujita, le peintre. Alors, petit point historique sur l'école de Paris, puisque après Montmartre, c'est Montparnasse qui va faire de Paris la capitale mondiale des arts. Cette école de Paris donc demeure, mais le bateau lavoir montmartrois s'est vidé, les artistes essaiment désormais dans la ruche montparnassienne. Alors, quand nous avons travaillé sur le sujet avec Richard et que je lui ai fait part de ce que j'allais dire sur la suite, et il m'a dit: mais où tu vas remonter jusqu'à aujourd'hui pour parler de Jean Moulin, parce qu'en fait ce que je vais vous dire, c'est pour bien vous faire toucher du doigt quelque chose, vous allez comprendre. Parce qu'après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, bien entendu Jean est décédé, l'école de Paris va faire place à celle de New York. Les États-Unis vont devenir l'épicentre de tout, de toute façon, mais surtout de l'avant-gardisme. Alors, de nouveaux courants artistiques vont y voir le jour, hein. On a tous entendu parler, et ils vont se diffuser d'ailleurs de partout, hein, de l'expressionnisme abstrait des années 50, hein, Jackson Pollock ou Mark Rothko entre autres, le pop art des années 60, hein, Oldenburg, Rauschenberg, Lichtenstein ou Warhol, le street art des années 70 et 80, notamment avec Basquiat, et l'horrible néo-pop kitsch des années 90 de McCarthy et Kunz, entre autres. Alors, je vous le disais, c'est pas par hasard si je fais cette digression, c'est pour bien vous faire toucher du doigt le foisonnement artistique et cosmopolite, mais exceptionnel, parisien, et que l'on n'a jamais revu depuis que Jean a côtoyé. Il faut juger un peu de ce que pouvait représenter la faune internationale montparnassienne, les Montparnaud, comme on les surnommait. Duchamp, Picabia, Prévert, Barrault, Breton, Aragon, Triolet, je cite, il y en a plein, mais j'ai élagué Éluard, Zara, Brassailles, Man Ray, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker, Fujita, Brancusi, Picasso, Dali, Soutine, Kisling, Artaud, Chagall, Van Dongen, Kandinsky, Marie-Laurencin, Giacometti, Zatkin, Braque, Léger, Trio, Valadon, Mondrian, De Chirico, Fritz, Cocteau, Desnos, Malraux, Stein, Hemingway, Dos Passos, Scott Fitzgerald, etc. Et Jean en a forcément rencontré beaucoup, et je vous laisse imaginer un petit peu cette faune qui écumait Montparnasse, et que, je le répète, on ne reverra plus jamais ici en France. Et donc, comme à Montmartre, bien entendu, les artistes sont souvent fauchés.
Et d'ailleurs, au cours d'une discussion avec un ami peintre qui lui fait part de ses difficultés financières suite à la crise de 29 et puis l'inflation qui s'en est suivie, hein, vous voyez de quoi je parle, hein, on y est en plein dedans. Jean aura ces mots, finalement j'ai bien fait d'écouter papa et d'avoir suivi une carrière administrative, au moins j'ai pas à me préoccuper des considérations matérielles lorsque je dessine. Et ça c'est à titre personnel que je dis ça, c'est l'éternel problème des artistes qui sans argent, sans mécène, ne peuvent vivre de leur travail et doivent souvent abandonner leur vocation pour subvenir à leurs besoins. Et c'est gravissime. Cette attirance pour l'avant-garde, pour ce courant anticonformiste qui rejette toute forme d'académisme avec des artistes très politisés, et majoritairement à gauche, voire même pour beaucoup révolutionnaires, aura une importance non négligeable sur les choix politiques à venir de Jean. Alors justement, il continue sa carrière et en février 1930, il quitte la Savoie et il va intégrer la sous-préfecture de Châteaulin. Alors Châteaulin, c'est la Bretagne profonde. Cette sous-préfecture, il l'obtient grâce à Georges Isard, qui est un ami de son père, puisqu'il était directeur d'école à Béziers et il connaît très bien Antonin. On voit encore l'importance du réseau, des connaissances. Et Isard est gendre de Charles Danielou, qui est le député radical de la circonscription de Châteaulin. Vous voyez l'acquaintance. Monsieur Danielou, c'est un radical de fraîche date, mais c'est un radical qui a le vent en poupe, puisque depuis 1924, il a été plusieurs fois ministre. Il est intime d'un ministre important qui s'appelle Aristide Briand. Et donc voilà, il fait venir Jean Moulin à Châteaulin, il cherche un homme de confiance. Or, la Bretagne, hein, le Finistère, c'est une région à l'opposé de Jean Moulin, à l'opposé de ses convictions. Hein, c'est l'océan Atlantique, c'est la pluie, c'est le catholicisme, c'est une région conservatrice, monarchiste, plutôt de droite. Jean, c'est la Méditerranée, le soleil, c'est l'athéisme, la laïcité, le progressisme, il est républicain, donc tous les opposent. Et il préfigure la nuit, ou il pressent la nuit et la monotonie. Et donc, voilà, il va d'ailleurs s'y épanouir ailleurs que dans sa carrière administrative, mais il va avoir un rôle politique important, puisque en 1932, nouvelles élections législatives, Jean Moulin va se dépenser en tant que sous-préfet pour faire réélire Danielou. Alors encore une fois, comme pour Pierre Cotte en 1928 en Savoie, eh bien, il sort de son devoir de réserve, il sillonne la circonscription pour faire valoir le bilan du député et solliciter les notables locaux pour influencer les électeurs en faveur de Danielou. Ça ne plaît pas du tout au président du Conseil de l'époque. Le président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre, c'est le personnage le plus important dans les institutions de la Troisième République à ce moment-là. André Tardieu, qui est plutôt de droite, veut gagner les élections et il veut notamment régler son compte à Danielou. Et donc il va susciter et financer une candidature dissidente et Jean Moulin la dénonce d'ailleurs dans ses rapports. Or, au soir du premier tour, Danielou, qui est le sortant, se retrouve en ballotage défavorable. Tardieu fait convoquer Jean Moulin à Paris par le ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur lui ordonne de rester à Paris jusqu'à l'issue du second tour. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que le sous-préfet joue un rôle politique. Et d'ailleurs, Jean Moulin, on voit encore son émancipation par rapport à son père, puisqu'il écrit à son père, qui soutient la politique de Tardieu, mais tiens, pendant que tu soutenais Tardieu, il s'occupait personnellement de mon cas. Alors tout est bien qui finit bien, parce que Danielou remporte l'élection, mais Jean Moulin commence, en tant que fonctionnaire, à être identifié par la presse de droite comme un fonctionnaire plutôt de gauche et identifié à ses protecteurs radicaux. Châteaulin, je le disais, c'est un endroit où Jean Moulin s'épanouit peu professionnellement, mais c'est un endroit où il va être particulièrement créatif. Il l'est notamment en tant que caricaturiste politique. Dans les années 31-32, il publie énormément. Ces incursions ministérielles à partir de 1932 vont tarir ce dessin de presse. Alors, dès son arrivée à Châteaulin, en 1930, début février, la première chose qu'il demande à son secrétaire, Jean-Baptiste Lucas, c'est qu'est-ce qui se passe ici niveau artistique. Présentez-moi tout ce qui peut se faire au niveau artistique sur le secteur. Et Jean-Baptiste va lui présenter là ce qu'on appelait la bande de l'hôtel de l'Épée.
Alors, principalement parmi eux, le docteur Tuzet, qui est le docteur de la préfecture de Quimper, qui est graveur, qui est sculpteur, qui est dessinateur, et qui a un lien avec Béziers, que vous connaissez peut-être si certains d'entre vous sont allés au lycée Henri IV. C'est lui qui a fait le médaillon qui se trouve sur la stèle du lycée Henri IV. C'est lui qui l'a offert après la guerre à la sœur de Jean. Il y a également Lionel Floch, qui est un peintre renommé de la Bretagne et qui va lui faire son portrait. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, vous l'avez derrière vous, c'est le nombre d'artistes qui ont croqué ou peint Jeanne. Alors nous avons du côté ici là un dessinateur anonyme, on ne sait pas trop qui c'est pendant qu'il était en Savoie. Ensuite nous avons Félix Carbon, Jean Saint-Paul, Augustin Tuzet et donc Lionel Floch, entre autres. Parmi les autres artistes, nous avons un peintre céramiste qui s'appelle Giovanni Leonardi, qui va l'initier à la technique de la céramique. J'en ai parlé tout à l'heure sur la Pietà. Vous savez que si vous êtes déjà allé en Bretagne, que la Bretagne et surtout Quimper sont des terres de faïencerie. Et Jean va réaliser à partir de la Pietà de Braspar une mosaïque sur 32 pavés, que vous avez à l'écran, qui représente 3 femmes tenant le Christ mort. Alors cette œuvre est très triste, douloureuse, fait bien entendu encore une fois penser à son frère Joseph, mort dans les bras de ses proches. Rapidement, Jean va éprouver une réelle fascination pour la profondeur et la puissance symbolique de la Bretagne, pour ses mystères, pour ses légendes, une culture bretonne à la fois païenne et chrétienne, biblique même, qui va rejaillir, on le verra, dans son œuvre à venir. Mais il rencontre également un dénommé docteur Détouche en 1931, qui est confrère du docteur Tuzet, et qui n'est pas encore connu sous le nom de Céline, puisqu'il l'a rencontré en 1931 et le voyage au bout de la nuit sort en 1932. Alors Céline, petite parenthèse, avait été à ce moment-là approchée par le Parti communiste et via Aragon pour son approche humaniste et antimilitariste, et on voit comment Céline a fini par la suite. Donc Jean rencontre également le poète surréaliste marseillais Saint-Paul Roux dans son manoir de Cécilia. Saint-Paul Roux qu'on appelle l'ermite de Camaret, le magnifique, c'est le nom du courant littéraire qu'il a fondé, et va se créer une amitié immédiate avec le poète. Mais la grosse rencontre, c'est Max Jacob, qu'il rencontre chez le député Danielou. Alors Jacob, c'est un juif converti au catholicisme, homosexuel, ami de Mallarmé, de Picasso, d'Apollinaire, de Modigliani. Il va devenir, il est une sorte de mentor, c'est un personnage incontournable du milieu artistique, c'est une sorte de lien entre Montmartre et Montparnasse. Il est connu et respecté de tous. Il y a une anecdote à ce sujet, quand il vivait à Montmartre, à l'époque de la Bohème, ce qu'on appelait la Bohème, il louait avec Picasso une chambre tellement minuscule qu'il y en a un qui dormait le jour et l'autre la nuit. Et donc il y avait une très grande amitié entre lui et Picasso. Et puis cette amitié va se trouver avec Jean. Et Max Jacob dira d'ailleurs de Jean, Max Jacob qui était un peu prophète, il parlera de génie et de destin hors du commun. Mais pourtant, Jean doute de ses aptitudes artistiques. C'est vrai que le doute est une qualité, il permet de se remettre continuellement en question, permet de progresser. Mais à force de trop douter de ses qualités qui sont indéniables, Jean finit par oublier l'essentiel, il finit par oublier que dans la vie, méconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres. Et quand son ami peintre Lionel Floch va louer ses prétendues facilités, Jean répond « Demandez à mon secrétaire ce qu'il faut penser de cette facilité ». C'est en fait au prix d'un énorme travail qu'il progresse, il ne faut pas oublier qu'il a aussi un métier. C'est un dépassement de soi, mais ce dépassement de soi va devenir chez lui une seconde nature. C'est maintenant l'âge de la maturité, il a dépassé la trentaine, et progressivement les dessins de presse vont passer au second plan. L'heure est grave. Il y a un téléphone qui sonne, on est sonné. L'heure est grave,
les fascistes donc, sont en progression partout en Europe et la crise économique fait des ravages. On ressent cela dans le trait de Jean, dans ses dessins, un trait plus dur, plus direct, plus noir. Et puis, il va s'initier aussi à la sculpture, mais sans réelle attirance, et aussi à la gravure sur bois, que vous avez ici à l'écran, vous avez l'Arlésienne, pour un livre que son père voulait publier sur Saint-Adiol, mais qui finalement ne sortira jamais. Il va également s'initier à la gravure sur cuivre, ce qu'on appelle les eaux fortes, et il va réaliser plusieurs dessins, notamment Le Fils prodigue dont on a parlé tout à l'heure, mais il va découvrir Tristan Corbière. Il va découvrir un poète breton, un des poètes maudits, mort à 29 ans. Il va tomber immédiatement sous le charme de cette poésie et il va décider d'illustrer 8 eaux fortes, des Amours jaunes, un recueil d'Armor, un recueil de 6 poèmes issus des Amours jaunes, qui sera donc le seul ouvrage d'ailleurs de Tristan Corbière. Et alors parmi ces eaux fortes, il y en a une particulièrement qui saute aux yeux, c'est la pastorale de Conly. Alors Conly, c'est un camp, sordide camp des soldats de l'armée de Bretagne qui se trouve dans la Sarthe en 1870-1871 pendant la guerre. Alors il n'a pas eu tant de morts que ce que la légende raconte, il y en a eu une centaine, mais il y en a eu des milliers de malades. On y a vu une prophétie de Jean sur ce qui allait se passer plus tard avec les camps de concentration, mais en fait non, puisque des charniers comme celui-ci, Jean en a vu pendant la guerre de 14 et on peut tout simplement penser que c'est quelque chose qu'il avait déjà vécu et pas une prophétie de quelque chose qu'il allait vivre plus tard. Et puis il appréciera tellement Corbière qu'il envisagera d'écrire sa biographie plus tard quand il sera préfet à Lozère. Et finalement il ne le fera pas, mais il va toutefois utiliser ces vers, quelques-uns de ces vers, comme clé de codage de certains messages pendant la guerre. Mais Jean va se heurter à l'incompréhension artistique, de son orientation artistique venant de certains Biterrois, notamment le peintre Félix Cambon, mais aussi du sculpteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Jean Magrou, et à ce propos, Jean va écrire à sa sœur « Je comprends un peu l'effarement de Cambon et de l'académique Magrou, en dehors du manque d'orthodoxie de mon dessin, ces messieurs oublient que Corbière est un poète maudit, que son surnom breton était Anankou, c'est-à-dire la mort. Enfin, je les soupçonne fort de n'avoir rien lu du pauvre Tristan. » Et on le voit donc, après s'être émancipé politiquement de son père, il en fait de même artistiquement avec l'académisme, comme il dit lui-même, de ses prédécesseurs. Il est maintenant définitivement habité par l'art moderne, par le surréalisme, son trait change considérablement, mais pour lui, les anciens ne peuvent pas comprendre, encore moins accepter. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'Armor, ces eaux fortes qu'il a réalisées pour ses poèmes, et grâce à l'intervention de Max Jacob qui va dire de ses dessins « Vos très belles eaux fortes sont inoubliables et j'y tiens beaucoup », Armor sera publié quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en 1935, chez l'éditeur Germano Pratin et alors que Jean n'est plus en Bretagne et qu'il est secrétaire général de la préfecture de la Somme. Alors 150 exemplaires tirés seulement, vendus par souscription, je crois qu'ils n'auront pas tous vendus, ce sera un demi-succès, malgré une incontestable qualité graphique et quelques bonnes critiques. Cependant, on peut se poser la question, si aujourd'hui on admire tant cet ouvrage, est-ce que c'est l'œuvre de l'artiste romanin que l'on contemple ou est-ce que c'est celle du héros de la Résistance? C'est la question qu'on peut se poser. Quand Jean quitte la Bretagne, il ne publie plus. Alors attention, ce n'est pas parce qu'un artiste ne publie plus rien, du moins plus rien de visible, qu'il ne produit plus, qu'il ne fait plus rien. Jusqu'au bout, il va conserver son carnet de croquis, jusqu'au bout, il va continuer, même traquer, à dessiner. Mais en attendant, Jean Moulin, l'artiste, le poète mélancolique, va disparaître pour laisser place au préfet Moulin, aux politiques et bientôt aux résistants. Alors, nous sommes en 1932 et Pierre Cotte, je vous le disais, est un homme politique qui a le vent en poupe et il décroche en 1932 un Marocain ministériel et donc il fait appel
À qui? Bien sûr, à Jean Moulin, qui le rejoint au Quai d'Orsay. Ils sont successivement au ministère des Affaires étrangères, puis au ministère de l'Air. Alors, c'est une situation un petit peu particulière et compliquée pour Jean Moulin parce qu'il reste titulaire de sa sous-préfecture en même temps. C'est-à-dire que Danielou ne voulait pas le voir partir, il avait besoin de son sous-préfet qui lui faisait gagner les élections. Et au début de l'année 1933, Jean bascule carrément en octobre 1933, puisque là, cette fois-ci, il devient le chef de cabinet civil de Pierre Cotte au ministère de l'Air. C'est un ministère qui est technique, qui est tout nouveau, qui est exaltant pour ces deux jeunes hommes. Et Moulin il rencontre une équipe de jeunes comme lui, par exemple Louis Jox. Et malgré l'instabilité ministérielle qui caractérise la Troisième République, Pierre Cotte reste en poste assez longuement et Moulin avec lui. Il reste en poste parce que depuis 1932, les radicaux ont une majorité relative, hein, comme quoi c'est pas nouveau. Et donc il faut des majorités de circonstances et ils se maintiennent au pouvoir dans la longueur. Et donc dans cette année 1933, Jean Moulin contribue avec Pierre Cotte à lancer Air France, à lancer l'armée de l'air, qui n'existait pas, qui s'autonomise par rapport à l'armée de terre. Et Jean est très très intéressé par toutes ces questions parce qu'il est fasciné depuis l'enfance par l'aviation. Mais ces années 30, 32-33, basculent dans la gravité, puisque janvier 1933, c'est la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne, et en 1934, en France, se produisent des événements très très graves. Et notamment se produit l'émeute du 6 février 1934. Cette émeute, elle se produit sur fond d'affaires Stavisky. L'affaire Stavisky, c'est un scandale financier qui devient un scandale politique après la mort, le suicide, plus ou moins suicide, de M. Alexandre Stavisky, le 8 janvier 1934. À partir de janvier 1934, la presse nationaliste, notamment l'organe monarchiste de Charles Maurras, l'Action française, s'empare du dossier et en fait un véritable feuilleton. Tous les jours, le gouvernement est attaqué sur cette affaire avec des rebondissements et un certain nombre de dirigeants radicaux sont mis en cause et compromis, dont le président du Conseil, Camille Chautard. Et donc, la presse d'extrême droite se saisit de cette affaire pour attaquer un régime qui est détesté. L'Action française, c'est un organe monarchiste. Et voilà, donc toutes les ligues d'extrême droite, on est aussi dans le contexte de crise économique de 1929, et bien là on saisit l'occasion pour s'en prendre à un régime qui est détesté, on nie en principe la République, mais aussi dans son fonctionnement, le parlementarisme. Et on fait valoir que le parlementarisme c'est de la parlotte, c'est l'impuissance, et pire encore, ça peut être la corruption. Et donc, les ligues d'extrême droite appellent le 6 février 1934 à manifester place de la Concorde. Vous l'avez sur la photo, vous avez l'hôtel de la Marine. Ça veut dire que dans le dos, il y a le pont de la Concorde qui aboutit à l'Assemblée nationale. Et donc, ici, les ligues d'extrême droite se rassemblent pour protester contre le renvoi de Jean Chiappe, ou Jean Chiappe, qui est d'origine corse, qui est le préfet de police de Paris, qui était un préfet de police plutôt proche des cercles d'extrême droite, proche des Maurassiens. Et donc on se rassemble pour protester et la manifestation va tourner très très rapidement à l'émeute parce que les manifestants vont tenter de franchir le pont. Et sur le pont, il y a des gardes mobiles qui vont être poussés, quasiment enfoncés, et donc ils vont sortir les pistolets, faire les sommations d'usage et tirer sur les manifestants. Il y a une vingtaine de morts qui sont ramassés, et après ce tir, pour repousser les manifestants, la manifestation dégénère en émeute. Il y a une contre-manifestation de gauche, et sur la place de la Concorde, vous le voyez, on se jette des pavés, on attaque les chevaux des policiers avec des rasoirs pour couper les jarrets des chevaux, on relève près de 1500 blessés, les Champs-Élysées sont dévastés. Donc voilà, la Concorde est dévastée aussi. Jean Moulin est présent ce jour-là avec Pierre Cotte dans l'Assemblée nationale. Et il voit de ses yeux ces événements et il écrit à sa sœur: mardi soir, je suis resté 2 heures, de 6 à 8, sur le pont de la Concorde. Et j'ai pu voir avec quelle sauvagerie les croix de feu et les camelots du roi chargeaient les gardiens de l'ordre désarmés. C'est par dizaines qu'on emporterait les blessés.
dans les rangs des gardes mobiles et des gardiens de la paix. Les gardes républicains à cheval étaient désarçonnés par les émeutiers qui tranchaient les jarrets des chevaux avec des lames de rasoir. Jean est très frappé par cet événement, il est très sévère avec le nouveau président du Conseil Daladier, très sévère avec le président de la République qu'il accuse de manquer de fermeté. C'est l'héritage d'Antonin. La République, ça n'est pas négociable, il faut la défendre. C'est à ce moment-là qu'il va prendre la résolution de lutter contre le fascisme. Alors dès le lendemain, la presse de droite et de gauche se déchaîne. L'Action française écrit « Après les voleurs », référence à Stavisky, les assassins, les gardes mobiles qui ont tiré. Et la presse de gauche eh bien, dit voilà, il y a un coup de force fasciste qui a échoué. Nous sommes un an après la prise du pouvoir par Hitler, et Jean y est très sensible, on le voit dans ses dessins, où il caricature Hitler et Mussolini. C'est avec la prise du pouvoir d'Hitler où on voit Mussolini apprendre à Hitler à manier le gros bâton. C'est le moment où politiquement Pierre Cotte et Jean Moulin prennent le virage antifasciste. Ce jour-là, le 6 février, Jean Moulin devient résolument un antifasciste, et ça n'est pas le seul, puisqu'il y a une grande manifestation qui est organisée le 12 février, qui est organisée par les syndicats, et qui va rassembler notamment les militants de gauche, SFIO, socialistes, PC, communistes, qui vont faire l'union quasiment contre leurs appareils. C'est-à-dire que les manifestations sont annoncées de façon différente, autonome, mais les militants se rejoignent dans la manifestation, et c'est le prélude, en fait, du Front populaire. C'est le début du Front populaire. Et d'ailleurs, Blum dit « Les hommes du fascisme et du royalisme ne passeront pas, la réaction ne passera pas, vive la République des travailleurs, vive l'unité prolétarienne, sans laquelle aucune victoire n'est possible, vive le peuple ouvrier de Paris ». Donc là, on est dans cette phase d'union, et Jean Moulin, donc, perd son poste. Le gouvernement de Daladier est renversé, Pierre Cotte perd son ministère, il y a un gouvernement d'union nationale dans lequel on trouve par exemple le maréchal Pétain, et donc il retourne en préfecture, il va dans la Somme, et d'ailleurs il est confronté dans la Somme, beaucoup plus qu'il ne l'avait été en Bretagne, à la crise sociale, et il fait une eau forte dans laquelle on s'appelle les chômeurs, et donc il voit les conflits sociaux, il voit le chômage, il voit toutes les difficultés qui peuvent exister. Et donc, face à ce contexte de montée du fascisme et de crise politique, économique et sociale que traverse la France, eh bien, il va s'engager aux côtés de Pierre Cotte dans le Rassemblement universel pour la paix. C'est un rassemblement qui est créé par un ami de Moulin et de Cotte qui s'appelle Louis d'Olivier, qui est d'origine roumaine et qui est d'acquaintance communiste. Il en est soupçonné à l'époque, il va se révéler être un communiste. Jean Moulin et lui deviennent amis. Ils lancent ensemble le Rassemblement universel pour la paix en 1935, et ils arrivent en août 1936 à réunir une manifestation de près de 400 000 personnes à Paris, y compris avec des personnalités, dont Léon Blum, chef du gouvernement, qui vient participer à cette manifestation. Et évidemment, le Rassemblement universel pour la paix, entreprise pacifiste et antifasciste, est vu comme une entreprise communiste par la droite et l'extrême droite, et qui la dénonce. Et donc Jean Moulin, Pierre Cotte vont être estampillés extrême gauche, estampillés rouge. Et donc Cotte, avec son entourage, et Jean Moulin en sont des piliers. D'ailleurs, ici, vous avez une manifestation qui a lieu en juillet 1936. Ça n'est pas une manifestation du RUP, c'est une manifestation de la FSGT, qui est une association sportive d'obédience communiste. Et Jean Moulin est sur la photo, c'est Alain qui l'a prise au musée Jean Moulin à Paris. Est-ce que vous le voyez, Jean Moulin? Vous l'apercevez? Il est ici, là, à droite. Et vous avez vu le geste qu'il fait, Jean Moulin? Le poing levé. Donc voilà, là, ça marque très clairement l'orientation, et on voit Malraux sur la gauche, lui aussi le poing levé et la cigarette à la bouche, et donc ça marque véritablement les engagements qui sont pris. Il y a Pierre Cotte également au centre, au micro, et cela se fait aussi dans ce contexte de victoire du Front populaire en mai 1936, et donc retour au pouvoir de Pierre Cotte, qui est l'aile gauche du Parti radical, qui a accepté l'alliance du Front populaire, et à nouveau, Jean Moulin et Pierre Cotte se retrouvent au ministère de l'Air.
c'est eux qui vont organiser notamment les nationalisations des entreprises aéronautiques. Jean Moulin, notamment, va s'occuper de la création de l'aviation populaire, donc qui a vocation à faire accéder les classes populaires à l'aviation, alors avec un souci social, permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se consacrer à l'aéronautique, mais aussi avec un souci de défense nationale, parce qu'il s'agit de former des gens, des personnels, des pilotes qui vont pouvoir participer à un éventuel conflit. Et donc, voilà, Jean participe à tout ça et l'organise. Ce Front populaire, dès le mois de juillet 1936, alors qu'il est arrivé à peine 2 mois auparavant, il est télescopé par le contexte international. Parce que le 18 juillet 1936, dans toute l'Espagne, se produit un pronunciamiento, un coup d'État militaire, amené par un certain nombre de généraux, coup d'État militaire qui échoue et qui dégénère en guerre civile. À partir du 18 juillet 1936, c'est la guerre civile en Espagne. Et donc là, la guerre est aux portes de la France et le Front populaire doit se positionner. Cette guerre d'Espagne, elle, comment dirais-je, pose une question politique au Front populaire, puisque l'alliance politique qui est attaquée par les généraux, c'est El Frente Popular. C'est le frère jumeau, si vous voulez, du Front populaire français. Et il faut se positionner. Alors Jean Moulin, très rapidement, va être missionné par Pierre Lecoq pour faire passer des avions à l'Espagne républicaine pour continuer le combat contre les généraux putschistes, dont Franco qui prend la tête de ce coup d'État. Or, le gouvernement est divisé. Et très rapidement, la question se pose, est-ce qu'on intervient ou pas? Il y a des négociations, et des négociations qui posent la question aussi de l'alliance britannique. Les Anglais ne sont pas du tout chauds à l'idée d'intervenir en Espagne, car ils y voient, eux, une révolution communiste, ils voient des nationalisations, ils voient des collectivisations en Catalogne, et donc les Anglais ne veulent surtout pas intervenir. Les communistes, eux, poussent au contraire à l'intervention, et les socialistes, qui sont le groupe le plus important, sont pris entre deux feux. Finalement, c'est une cote mal taillée qui est décidée, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir, mais en secret, on va continuer à faire passer des appareils. Et qui va se charger de faire passer ces avions en Espagne? Eh bien, c'est Jean Moulin. Ces avions, ici, vous les avez en photo, sont des Potes 540. On voit Malraux en photo avec l'escadrille Espagna. Dès juillet 1936, Jean Moulin fait passer 17 avions. Il en fait passer d'autres en août 1936, cette fois-ci clandestinement. Et c'est d'ailleurs là qu'il va apprendre finalement la clandestinité qui va lui servir quelques années plus tard dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Pierre Cotte, qui est attaqué publiquement par la presse de droite et extrême droite sur ce sujet, va se défausser sur son chef de cabinet. Il brûle Jean Moulin, qui va finalement être estampillé préfet rouge. On va le surnommer Moulin Rouge. Il cherche des avions, il cherche aussi des pilotes qu'on paye parfois très très cher. Jean Moulin va essayer de trouver des pilotes de conviction qui veulent défendre la République espagnole. Et donc c'est lui qui organise, avec la complicité par exemple de Vincent Auriol, futur président de la République socialiste, qui est au ministère des Finances et donc qui a la charge des douanes, de faire passer des avions qui vont décoller de Toulouse et se poser en Espagne. C'est un choix politique, mais ça n'est pas un choix uniquement politique. C'est un choix aussi géostratégique, parce que Pierre Cotte, Jean Moulin ont bien conscience que si l'Espagne tombe, la France est encerclée. Si vous regardez la carte, si l'Espagne sombre dans un régime franquiste, fasciste, eh bien, au sud-ouest, c'est l'Espagne franquiste, au sud-est, c'est l'Italie fasciste, et au nord-est, c'est l'Allemagne nazie. Donc la France est totalement encerclée. Donc il y a un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu de politique. Ce n'est pas simplement secourir le Front populaire espagnol, c'est aussi préserver la France en cas d'une guerre qui se profile avec l'arrivée d'Hitler depuis 1933. Donc Jean Moulin et Pierre Cotte sont mis en cause, et il est vu véritablement comme un préfet politisé, un préfet politique. Même le patronat, en mai-juin 1936, lui reproche d'être trop complaisant dans les négociations
lors des nationalisations des usines aéronautiques. Oui, un mot brièvement sur une femme, sur Antoinette Saxe, qui aura été la maîtresse de Jean Moulin et qui aura joué après la guerre avec Laure, avec qui il deviendra ami, avec Laure, la sœur de Jean, qui aura joué un grand rôle dans la connaissance au grand public de tout ce qu'a fait Jean pendant la Résistance et aussi dans sa panthéonisation. Alors il a fait sa connaissance en 1936 au cours d'un dîner politico-mondain chez un avionneur, l'avionneur Wibo. Alors Antoinette Saxe est une artiste, une peintre, elle est aussi la compagne du poète Paul Géraldy et elle aura une relation avec Jean qui aura également à ce moment-là, dès 1937, une relation avec une autre femme, Marie-Gilberte Riedingler, qui prendra fin en 1943 en pleine occupation parce que Jean refusera de l'épouser. Alors Antoinette, d'ascendance juive, reprochera, d'ailleurs c'est une anecdote à Jean, sa caricature passée du ministre Mandel, et qui lui aussi était juif, donc, et qui finira, parce qu'il a fait cette caricature, bon, comme on les faisait à l'époque avec le nez crochu, et Mandel qui finira malheureusement par connaître la même fin tragique que Jean. Alors Jean poursuit sa carrière, le Front populaire s'achève fin 37, début 38 par un retournement justement d'une partie des radicaux de Daladier, et donc il reprend sa carrière préfectorale, il quitte les ministères et retourne dans les préfectures et il devient le 26 janvier 1937 le plus jeune préfet de France. Il a 37 ans et demi et il obtient quelques mois plus tard, en juin 38, un poste, la préfecture de l'Aveyron. C'est un moment douloureux pour lui parce qu'au moment où il devient préfet de l'Aveyron, il vient de perdre son père. Voilà, j'ai évoqué longuement la figure du père auprès de Jean Moulin. Donc c'est un moment difficile et il se retrouve à nouveau dans un département conservateur, catholique, lui qui est estampillé donc préfet rouge, et l'accueil au départ est plutôt froid. Mais Jean Moulin va parvenir à s'imposer face à une classe politique hostile, notamment parce qu'il a beaucoup de souplesse, beaucoup de doigté dans ses rapports avec l'Église catholique. Notamment, la classe politique locale va être très satisfaite de la courtoisie et du tact qu'il affiche lors de la visite du cardinal Verdier dans le département. Et finalement, quand il part de l'Aveyron, les hommes politiques locaux, plutôt de droite, plutôt conservateurs, le regrettent. Et donc voilà, partout où il passe, finalement, il arrive là aussi à s'imposer. Il poursuit sa carrière et puis en même temps, il poursuit son militantisme politique, qui n'est pas officiel, mais qui se poursuit, parce que par exemple, au moment où il est préfet de l'Aveyron, eh bien, il participe au congrès radical, et il y participe avec toute l'aile gauche du parti radical. Jean Zay, avec Mendes France, ce qui montre voilà, sa politisation constante. En février 1939, il change à nouveau de poste, il est muté à Chartres, et là, il retrouve Maurice Violette, qu'il avait croisé en 1927 à Albertville. Violette, c'est un homme politique important, il a été membre du gouvernement Léon Blum, c'est lui qui était à l'origine du projet Blum-Violette sur l'Algérie, pour donner la citoyenneté à une partie des Algériens. Et c'est encore une nomination politique parce que voilà, il va protéger, il va soutenir un certain nombre d'élus radicaux de son bord. Il y voit un grand avantage parce qu'il est à proximité de Paris. En 1939, nous sommes quasiment dans une veillée d'armes et à nouveau, lorsqu'il fait des discours, eh bien, il va invoquer la République. C'est lui qui conçoit cette affiche qui commémore le 150e de la Révolution française. Donc on y voit les symboles républicains. Et il prononce à cette occasion un vibrant discours sur le général chartrain Marceau, et il fait des discours résolument républicains contre toute négociation avec les États fascistes. Et donc il soutient une politique de fermeté à l'égard de l'Italie, qui montre les dents, et à l'égard de l'Allemagne nazie, également, qui montre les dents. L'été 1939 est un été de crise, et en septembre 1939, l'invasion de la Pologne, eh bien,
fait basculer le monde dans un second conflit mondial. Et c'est donc la troisième partie face à l'épreuve. En ce début de Seconde Guerre mondiale, Jean, qui n'a pas combattu pendant la première, hein, Alain l'a évoqué tout à l'heure, veut absolument intégrer une unité combattante. Il va user de tous les réseaux, de tous les appuis dont il peut disposer pour pouvoir intégrer une unité combattante. Il s'est fait intégrer lorsqu'il était au ministère de l'Air à l'armée de l'air. Il est sergent mitrailleur. Il veut aller au front, mais c'est un préfet brillant et le gouvernement ne veut pas s'en passer, donc on le maintient à son poste malgré ses supplications. Et c'est donc durant cette drôle de guerre qu'il fait des allers-retours entre Chartres et Montpellier, où vivent désormais sa mère et sa sœur, et c'est à ce moment-là qu'est prise la célèbre photo qui est devenue iconique. Oui, c'est vrai, tu vois, ma langue a fourché. Comme quoi, tout à fait. Je t'engueule, mais tu fais quand même ce que tu veux. Donc, moi aussi. Mais moi, je ne l'ai pas dit. Oui, un petit mot sur la photo que vous avez, je ne sais pas si ici, vous avez Marcel Bernard. Alors, Marcel Bernard, c'est celui qui a fait la photo. Je l'ai évoqué tout à l'heure très brièvement. Alors, il a 3 ans de moins que Jean, et c'est son voisin. Donc, ils se connaissent depuis tout jeune, ils se connaissent depuis toujours, et ils se considèrent comme des frères. Alors, ils ne sont pas de la même extraction, puisque Marcel est fils de riches propriétaires. Il dessine un peu aussi, mais il est surtout un très bon photographe, il gagne d'ailleurs des prix. Et donc c'est lui qui fait cette célèbre photo un jour où ils sont allés manger tous les deux chez sa sœur Laure, ils sont allés promener après le déjeuner, et puis donc ce cliché est pris. Laure, qui a utilisé cette photo pour son livre, qu'elle a publié sur Jean après la guerre, a cru que cette photo avait été prise en 1940, elle ne s'en rappelait plus. Et donc l'écharpe qu'il portait, c'est devenu l'écharpe qui servait à masquer la cicatrice dont j'en parlerai tout à l'heure, dont Richard parlera tout à l'heure, qui s'était infligée à Chartres. Maintenant, en fait, puisque c'était un an avant, enfin plusieurs mois avant, et c'était simplement c'était au mois d'octobre ou novembre, et il faisait froid, voilà, tout simplement. Donc comme quoi d'une erreur peut sortir une photo emblématique, au même titre que celle du Tché. Et ce qui est assez cocasse, c'est que Jean écrira à sa sœur que cette photo ne lui plaisait pas. Il aura ses mots, c'est une photo, c'est pas brillant pour un virtuose comme Marcel. Voilà. Alors la Grande Guerre se passe et le 10 mai 1940, les troupes allemandes attaquent à l'ouest. C'est une déferlante. Très rapidement, les forces alliées, françaises, britanniques, belges se sont battues, sont encerclées dans le nord. Et elles vont ensuite pivoter pour envahir le nord de la France et la région parisienne. Et donc, Jean sent la menace, il demande à Antoinette de mettre à l'abri ces tableaux qui sont dans son appartement du 26 rue des Plantes à Paris. Vous avez une photo de l'appartement, on y reviendra tout à l'heure. Et à Chartres, donc, il commence à voir se matérialiser la défaite et l'invasion. Le 11 juin arrivent les premiers réfugiés parisiens, pas que parisiens d'ailleurs, il y a des Belges également, des Hollandais. Le 14 juin, c'est littéralement la panique générale. Tout le monde s'enfuit, c'est-à-dire que les réfugiés continuent à descendre vers le sud et les Chartrais aussi évacuent la ville, alors que tous fuient. La ville, visiblement, se vide littéralement. Jean reste à son poste et va faire face à l'ennemi qui arrive dans la ville. C'est le fameux 17 juin que Laure, post-mortem appelé premier combat. Jean avait écrit, avait relaté cet épisode. Il écrit à sa famille que face à l'ennemi, il ne cédera rien, il montrera comment un Français se comporte, et il accueille, si j'ose dire, les troupes allemandes. Donc ce 17 juin 1940, ce sont des officiers de renseignement, et très rapidement, ils le prennent à partie, ils le somment de signer un document qui accuse des tirailleurs sénégalais de l'armée française d'avoir commis des exactions.
il est injurié, il est passé à tabac, on l'emmène, on lui montre des corps, mais Jean rétorque que ces corps ne sont pas des victimes de l'armée française, mais des bombardements de l'armée allemande. Alors on va plus loin, on l'enferme avec un tirailleur sénégalais dans une cabane, hein, en quelque sorte. La Teille, oui, le lieu dit, et il passe la nuit. Et Jean, qui a déjà subi des violences, se dit je ne vais pas parvenir à tenir, et donc dans la nuit, il y a du verre brisé, il tente de se trancher la gorge, et on le retrouve au petit matin, c'est un soldat allemand qui le retrouve couvert de sang. Alors là, c'est panique à bord côté hiérarchie allemande, on le soigne, et on essaie de le rafistoler parce que qu'un préfet se soit suicidé du fait des troupes allemandes, ça fait des ordres. Et donc là, véritablement, ça marque son entrée en résistance. Je souligne la date, c'est le 17 juin, c'est un jour avant l'appel du général de Gaulle. Voilà, c'est son premier acte de résistance. Et voilà, sa résolution, en réalité, dès ce moment-là, est prise. Or, il se trouve, lui, pris dans un étau qui va être très compliqué, puisque le 17 juin, c'est aussi la date d'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Et Jean, donc le radical, le laïc, l'héritier d'Antonin, se retrouve face à Vichy. Et voilà, il est estampillé préfet de gauche, il décide de ne pas démissionner. Alors qu'il se trouve en face d'une politique de revanche de l'extrême droite. C'est un gouvernement qui très rapidement, après le 10 juillet 1940, le 10 juillet 1940 c'est le vote des pleins pouvoirs à Pétain, il y a très peu de députés qui s'y opposent, ils sont 80. Jean Sagne a étudié les 80, il y a notamment un député qui n'était pas très loin d'ici, qui était Vincent Badi. Le maire de Montpellier, c'est également Paul Boulet qui s'oppose au plein pouvoir à Pétain, mais ils sont très très peu nombreux. Et donc, Vichy, c'est l'application des théories de Maurras de l'action française en direct. Suppression des sociétés secrètes, autrement dit des francs-maçons, dénaturalisation des gens qui ont été naturalisés depuis 1928, statut des Juifs le 3 octobre 1940, chasse aux indésirables, notamment les communistes, les étrangers, application de la théorie maurassienne, les 4 confédérations, hein, les Juifs, les francs-maçons, les étrangers, donc voilà, on est les marxistes, voilà où on en est dans cet été 1940 et dans cet automne 1940. Et donc que fait le préfet Jean Moulin à Chartres? Eh bien, il traîne. Il prend du retard dans l'application des circulaires. Il sursoit, il louvoie. On le lui reproche d'ailleurs. Il maintient Violette dans ses fonctions, alors que Violette, c'est un ancien ministre du Front Populaire, et même Jean Moulin va plus loin, il le nomme sous-préfet faisant fonction. En fait, Jean Moulin cherche à se faire renvoyer, ce qui est chose faite en novembre 1940. Il est renvoyé pour avoir refusé de démettre un certain nombre de conseillers généraux qui étaient donc hostiles au nouveau régime. En marge de son dossier, il y a écrit « chef de cabinet de Côte, prisonnier du régime ancien ». Avant de partir de la préfecture de Chartres, il se confectionne des vrais faux papiers. C'est ce que vous avez sous les yeux, sous le nom de Joseph Mercier. Ce qui veut dire que Jean Moulin, dès novembre 1940, est en résistance. Je voulais dater du 17 juin 40, mais dès novembre 40, quand il est révoqué de ses fonctions de préfet, il est déjà dans un processus de résistance. D'ailleurs, il met ses affaires en ordre, y compris devant le notaire. Il se domicilie à Saint-Andiol, il prépare à sa succession en cas de décès, il demande à sa sœur d'adopter d'ailleurs un petit réfugié espagnol républicain dans le cas où il serait tué. Donc voilà, il rentre dans la clandestinité et sa résolution est prise. Il commence d'ailleurs à faire le tour des réseaux et des premiers résistants, des mouvements de résistance qui commencent à se manifester dans la France, dans le sud de la France, dans la France du maréchal Pétain. Il doit même s'interrompre dans ce travail qu'il commence à mener parce qu'il est convoqué en mai 1941 au procès de Riom. Le procès de Riom, c'est un procès organisé par Vichy pour juger les responsables de la défaite. Le général Gamelin, mais surtout c'est un procès politique. Daladier, Pierre Cotte, Léon Blum sont jugés à ce moment-là, et donc
Jean Moulin va prendre un risque alors qu'il est entré en résistance, il va aller témoigner en faveur de Pierre Lecoq, il va défendre son ancien mentor qui est accusé d'avoir saboté la défense nationale en faisant passer des avions à l'Espagne républicaine, des avions que l'armée française n'aurait pas eu. Donc Jean Moulin est mis en cause lui-même. Il reprend son bâton de pèlerin et fait le tour donc, de la France, France occupée, mais surtout France de la zone dite libre. Il rencontre Maurice Ripoche de ceux de Libération, il rencontre Freinet de Combat, il rencontre le mouvement de Libération nationale, Libération du Sud. Il passe tout l'été 1941 à faire ce qu'il sait faire, puisque c'est un préfet, à faire un rapport. En fait, il se prépare à quitter la France et à amener ce rapport à qui voudra bien l'accueillir. Il se fait un passeport sous un nom d'emprunt et il embarque d'abord pour le Portugal. Et à ce moment-là, ses amis l'exhortent à quitter carrément l'Europe. Louis d'Olivet, celui qui avait monté le Rassemblement universel pour la paix, le RUP, l'exhorte à partir à New York et à rejoindre Pierre Lecoq qui s'y trouve. Jean Moulin fait le choix décisif du Portugal, il choisit de rejoindre l'Angleterre. Il est reçu par les Britanniques qui le débriefent, vont l'interroger de façon approfondie, et arrivé donc en octobre 1941 en Angleterre, il va demander à rencontrer le général de Gaulle. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les 15 premiers mois de la France libre, le mouvement de Gaulle est exclusivement patriotique et militaire. Or, de Gaulle, en septembre-octobre 1941, est en train de prendre un virage politique. Il constitue un comité national français, c'est-à-dire une sorte de contre-gouvernement pour faire pièce à Vichy, pour s'opposer à Vichy qu'il ne reconnaît pas, qu'il considère comme nul et non avenu. Et c'est dans ce contexte que Jean Moulin arrive à Londres. De Gaulle le reçoit le 25 octobre. Jean Moulin ne cache rien de ses engagements à De Gaulle. Il met tout sur la table, il dit qui il est, il dit à quel gouvernement il a participé, et avec qui il a travaillé, et il présente son rapport d'enquête sur le mouvement. Son rapport d'enquête, c'est un état des lieux des mouvements de résistance, et c'est un plan de développement. Jean Moulin souhaite miser sur une action populaire et non uniquement sur des réseaux qui seraient consacrés au renseignement, au sabotage, tels que les Anglais ou le BCRA de Passy sont en train de les monter. Jean Moulin, le politique, met de la politique dans la résistance. Une action populaire de masse pour participer à la libération du pays. Il faut associer la population à la guerre et à la libération. Or, c'est une bénédiction pour De Gaulle parce que c'est à ce moment qu'il est en train d'effectuer un virage, non seulement politique avec le comité français, mais aussi un virage démocratique. Le 11 novembre 1941, il cite pour la première fois dans un de ses discours la devise « Liberté, égalité, fraternité ». On peut penser que cette rencontre, qui date du 25 octobre, a joué un rôle là-dedans, c'est-à-dire que Jean Moulin va l'influencer dans ce rapport à la République et dans ce tournant gaullien. Le courant passe très vite entre les deux hommes, au point que De Gaulle charge Jean Moulin d'une mission militaire dès le 5 novembre 1941. L'objectif, c'est de faire la liaison entre les trois grands mouvements avec la création d'une branche militaire sous l'autorité de la France libre. Et on lui donne également la mission de coordonner la propagande de la résistance, propagande clandestine. Jean Moulin subit un entraînement très très rapide de la part des Anglais pour apprendre à sauter en parachute et il piaffe d'impatience pour pouvoir retourner en France. Alors le saut qui devait avoir lieu dans le sud-ouest de la France est reporté plusieurs fois au mois de décembre pour cause de mauvais temps. Et finalement, Jean Moulin renverse la table d'une certaine façon en disant, ben voilà, vu qu'on n'arrive pas à me parachuter, parachutez-moi dans le sud-est, à Saint-Anne-d'Yol. Encore une fois. Il se fait parachuter à proximité du village où se trouvent les racines familiales. Et donc il est parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, c'est la mission Rex. En 6 mois, il mène à bien la mission confiée. Malgré la méfiance des chefs résistants qui voient arriver, tomber du ciel, un envoyé de Gaulle, et qui sont jaloux de leur indépendance, et qui craignent l'intrusion de la France libre dans leurs activités, eh bien il arrive à faire l'union de ces mouvements de résistance. D'ailleurs, pour montrer le virage républicain, De Gaulle fait à nouveau une déclaration affirmant qu'il rétablira la République et la démocratie à la libération. Durant ce laps de temps, de façon étonnante,
en mai 1942, Jean Moulin est convoqué à Vichy. Alors ça paraît étonnant, alors, il a très peur, il décide de s'y rendre, il se demande ce que lui veut le gouvernement de Vichy. En fait, Laval vient de revenir au pouvoir et il lui propose de le réintégrer. C'est le moment où Laval, qui revient au pouvoir après avoir été congédié par Pétain, essaie de s'appuyer sur les anciens réseaux républicains. Et vous voyez, Bousquet, lui, il va accepter, il va collaborer. Vous avez Bousquet, Papon, voilà, la haute fonction publique. Certains vont faire le choix de rester en poste. Jean Moulin, lui, dit son opposition à Vichy et dit son opposition à la collaboration. Il prend un risque en le faisant parce qu'il se marque encore une fois. Donc il devient le grand organisateur clandestin de la résistance, le Carnot de la résistance, dit de Gaulle. Il organise l'armée secrète, le comité général des experts, parce que c'est un politique et il prépare l'après-libération. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir sous l'impulsion de Jean Moulin à ce qu'on va faire de la France une fois le territoire libéré. Il organise une agence de presse clandestine, donc il mène sa mission de façon brillante, au point que le 17 octobre 1942, eh bien, le général de Gaulle le fait compagnon de la libération. Il retourne en Angleterre, il est évacué clandestinement, début 1943, avec le général Delestraint, qui est le chef de l'armée secrète. Il est reçu à Londres fin janvier, début février 1943, et il est décoré par de Gaulle en personne, il en pleure. Et voilà, il est... là déjà, il a accompli une tâche absolument gigantesque, mais le général de Gaulle va lui en confier une nouvelle, l'unification des réseaux de résistance derrière lui. Alors pour ça, on y reviendra. C'est le moment aussi, janvier 1943, où Vichy, Laval, instaure le service du travail obligatoire. Et ce service du travail obligatoire, c'est un tournant aussi dans l'histoire de la résistance, parce que c'est la naissance des maquis. Tous ces jeunes qui choisissent de devenir des réfractaires, qui ne veulent pas partir en Allemagne travailler et qui vont se réfugier dans les montagnes, vont être accueillis. Et là, il y a débat au sein de la résistance. Que va-t-on faire de tous ces jeunes? Eh bien, Jean Moulin va donner comme consigne de rassembler ces jeunes. Et je le cite, on les rassemble contre les Allemands, les dictatures, pour la liberté avec de Gaulle dans le combat qu'il mène pour libérer le territoire et redonner la parole au peuple français. Encore une fois, une dimension politique et les convictions républicaines et démocratiques d'Antonin et de Jean. C'est le moment, entre février et mai 1943, du rôle historique de Jean Moulin, avec la création du Conseil de la Résistance, qu'on appellera ensuite le Conseil national de la Résistance. Alors pourquoi est-ce que c'est un rôle éminemment politique? Eh bien, à cause de cette photo. Sur cette photo, vous avez le général de Gaulle qui essaie de tendre la main, mais difficilement, au général Giraud. Le général Giraud, c'est un général qui est un général, comment dirais-je, un bon soldat, un héros de guerre qui a été fait prisonnier, qui s'est évadé, et qui est le candidat des Américains de Roosevelt, en fait. Parce que Roosevelt ne peut pas avoir en peinture de Gaulle, il le considère comme un apprenti dictateur, comme Jeanne d'Arc réincarnée, il n'en veut pas du tout. De Gaulle est soutenu un peu par Churchill, mais les Américains veulent imposer Giraud. Et donc, dans le combat politique que se livrent Giraud et de Gaulle, eh bien de Gaulle décide d'essayer d'obtenir le soutien de la résistance intérieure. Et c'est tout le rôle de Jean Moulin qui réintroduit de la politique. Il va réussir à constituer le CNR. Voici l'endroit où la réunion du CNR a eu lieu. Et Jean Moulin, à nouveau le politique, fait de ce Conseil de la résistance une instance dans laquelle il y a les mouvements de résistance, mais où il va intégrer aussi les partis. Les résistants n'en veulent pas des partis. Ils considèrent que la Troisième République a failli, qu'elle a amené la France à la catastrophe. Ils ne veulent pas entendre parler de politique, encore moins de syndicats. Eh bien, Jean Moulin va prendre le contre-pied, il dit qu'il faut faire de la politique, il faut préparer la libération et l'après-guerre. Et donc, malgré le discrédit de certains, il va intégrer la SFIO, le PCF, les syndicats, CGT, CFTC, l'ancêtre de la CFDT, les radicaux, bien sûr, mais aussi quelques
partis de droite qui ne sont pas discrédités, qui n'ont pas accepté la collaboration, l'Alliance républicaine, la Fédération républicaine, l'Alliance démocratique et évidemment les grands mouvements de résistance, combat, libération, franc-tireur, l'organisation civile et militaire, la libération du Nord, etc., etc. Ce faisant, avec cette réunion, avec la création du Conseil national de la résistance, qui fait allégeance, qui dit son soutien à De Gaulle, eh bien il légitime De Gaulle face à Giraud. Et les Américains ne peuvent pas se passer de la résistance intérieure. Ils ont besoin des résistants de l'intérieur. Et c'est vraiment le grand tournant, le grand moment historique de Jean Moulin qui permet au général de Gaulle d'affirmer sa légitimité, d'affirmer sa souveraineté sur les mouvements de résistance et donc de gagner la bataille face à Giraud. Et donc dans l'été 1943, de Gaulle s'impose à la tête de la France combattante. La motion unanime est télégraphiée dès le 8 mai, elle est rendue publique le 15. Et voilà, c'est le rôle historique de Jean Moulin. J'en parlais, j'en reparlerai. Le CNR, c'est aussi la conception du modèle comment dirais-je, social français de la libération 1945, la sécurité sociale, les grandes nationalisations, l'énergie, les banques, etc. Voilà, tout ça est lancé à ce moment-là. Et là, nous revenons aux œuvres d'art cachées par Jean. Oui, donc ce 27 mai 1943, Richard là, en a parlé, l'accouchement dans la douleur du CNR. Une fois que c'est terminé, la réunion est terminée, réunion très courte, bien sûr, comme d'habitude, toujours très bref ces réunions. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous aurait fait ce jour-là. Nous sommes en pleine répression. La plupart des mouvements de résistance sont décapités, combat. Un peu plus tard, le groupe Manoukian, des FTP Moy, des coups de filet sans arrêt, grâce au service, enfin grâce ou à cause du service de renseignement, l'APVR, je ne sais pas trop comment on le dit, j'ai jamais réussi à le prononcer correctement, donc le service de renseignement allemand, et puis la police française, qui était, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films comme La Grande Vadrouille ou autre, d'une efficacité redoutable. Et donc, on peut se dire qu'après une telle réunion aussi étouffante, on s'en va, on se planque et on se fait tout petit. Ben non, Jean, il prend son secrétaire, Alain, c'est-à-dire Daniel Cordier, il quitte le 48 rue du Four et il se rend au 66 quai des Orfèvres. Alors c'est 1 km, c'est 10-15 minutes de marche, c'est sur l'île de la Cité, et ils vont visiter une galerie d'art qui s'appelle l'Esquisse, où il y avait une exposition sur l'abstraction. Et ce jour-là, Jean va offrir à Cordier un ouvrage sur l'histoire de l'art contemporain de Christian Zervos. Je ne sais pas si on l'avait en photo, non, on ne l'avait pas mis. Non, on l'avait pas mis, je crois. Alors, c'est quand même pas innocent qu'ils soient allés là, finalement, parce que depuis quelques semaines, en février 1943, Jean a ouvert sous son vrai nom, au 22 rue de France à Nice, une galerie d'art. Et bien entendu, la galerie va se prénommer Romanin. Alors, malgré son activité clandestine, se sachant traqué, bien sûr, cette galerie d'art, c'est une couverture. Il prend encore cette nouvelle activité de marchand de tableaux. Lui qui n'a fait jusqu'ici qu'en acheter, ben là il en vend. Et il met sur pied plusieurs expositions sur les modernes, dont une sur Otto Fritz. Alors il met aussi à la vente ses tableaux personnels. Et puis, quelques jours après son arrestation, la galerie sera fermée. La Gestapo, quand elle arrivera, elle trouvera le magasin vide et les rideaux tirés, les tableaux ayant été mis en lieu sûr sur ordre de Laurent Moulin par Colette Ponce qui dirigeait à ce moment-là la galerie. Alors, comme je l'ai dit, cette galerie d'art, c'est tout sauf un hasard. Parce qu'on va revenir quelques années en arrière, au début des années 20, Jean est chef de cabinet du préfet de Savoie, Albertville, et il fait la connaissance de Jean Saint-Paul. Donc, dont nous avons montré le portrait tout à l'heure que Jean Saint-Paul a fait sur Jean Moulin, de Jean Moulin. Alors Jean Saint-Paul, c'est un artiste avant-gardiste. Alors il vit à Paris, et il est c'est le fils d'un collègue de la préfecture de Jean. Alors c'est lui qui fait découvrir à Jean Moulin les modernes. Il lui fait rencontrer d'ailleurs Otto Fritz, Suzanne Valadon.
la mère du trio. Et Jean Saint-Paul va lui ouvrir les portes des galeries et des ateliers de Montparnasse et des artistes de l'école de Paris. Pour Jean, ce sera une révélation, et c'est à partir de là qu'il commence la galerie, la collection de tableaux qui sera assez intéressante et très homogène surtout, puisqu'elle est constituée essentiellement de paysages et de nus féminins. Alors dans cette collection, on va retrouver du Soutine, du Trio, Valadon, Fritz, je viens de le dire, Léger, Dufy, Talcott, Survage, et vous voyez ces noms, vous les retrouvez, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, et c'est la preuve qu'il y a bien eu des contacts avec beaucoup de ces artistes de l'époque, et aussi le de Chérico que vous avez ici à droite, que vous connaissez certainement si vous lisez un peu les journaux, puisque c'est le fameux tableau qui a été volé au musée de Béziers, qui serait aujourd'hui en Ukraine, on ne sait pas trop où, mais bon, qui a disparu et qui, à mon avis, n'est pas prêt de revenir. Alors, son modeste traitement de fonctionnaire, même s'il est devenu haut fonctionnaire, ne lui permet pas de s'offrir des toiles d'artistes confirmées, mais il aura eu le nez creux et il a acheté des toiles dont certains vont devenir des maîtres, et leur talent sera reconnu un petit peu plus tard. Mais on va revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, avec la police et la Gestapo qui sont sur les dents. Oui, la police de Vichy, Alain le disait, elle est très efficace. Hein. Le SD également, la police allemande, la Gestapo, également sont sur les dents, et ils portent des coups très très durs à la résistance. Ils sentent bien qu'il y a une organisation qui est en train de se structurer, et donc voilà, c'est des enquêtes de police, des filatures très très longues, et les taux se resserrent. Le 9 juin, le général de Lestren, le chef de l'armée secrète, est arrêté. D'ailleurs, Jean Moulin a fait le reproche à De Gaulle, il lui écrit « Notre guerre à nous aussi est dure », et il demande des moyens. Et le 21 juin, suite à l'arrestation de Lestren, il faut trouver un remplaçant. Une réunion est organisée en urgence à Caluire, près de Lyon. Et Jean Moulin s'y rend, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants de la résistance, Raymond Aubrac par exemple. Et donc la réunion a lieu chez le docteur Dugoujon, et les Allemands sont présents. Ils arrivent et ils arrêtent tout le cabinet. Jean Moulin est dans la salle d'attente, il dit qu'il est malade, qu'il a rendez-vous avec le docteur. Tout le monde est raflé, et les Allemands savent bien qu'il y a des gros poissons de la résistance. Ils sont internés au fort de Montluc à Lyon, et ils sont interrogés avec des méthodes que vous imaginez, c'est-à-dire des méthodes violentes dans la durée. Et Jean Moulin est identifié du fait de notre résistant qui craque, et donc il est travaillé entre guillemets par Klaus Barbie, et Klaus Barbie ensuite va recevoir l'ordre de l'envoyer à Paris, où il est à nouveau dans les quartiers cossus de Paris, interrogé par des services spécialisés de la police allemande. Ils savent qu'il est un élément important, et il ne parle pas, il est torturé. Il est dans un état affreux, certains l'ont vu, il a pris un coup de vieux, il est tuméfié, on le reconnaît à peine. Klaus Barbie dit qu'il a même tenté de se suicider en mettant des coups de tête au mur de sa cellule. Alors, peut-être que Klaus Barbie se dédouane aussi des coups qu'il lui a portés en disant cela. Quoi qu'il en soit, n'ayant rien pu en tirer, il est déporté, et on le retrouve finalement mort dans son compartiment en gare de Metz le 8 juillet 1943. Donc voilà, il est mort héroïquement, sans parler. Il est probablement mort de la politique. Alain y faisait allusion, c'est lui qui tournait les cordons de la bourse, et voilà, certains mouvements de résistance ou réseaux de résistance voulaient affirmer leur identité, ne pas s'en laisser compter par le représentant du général de Gaulle, et un des membres de combat, Guylaine de Bénouville, envoie un certain René Hardy, qui a déjà été arrêté par les Allemands, donc il est grillé, il est brûlé à La Réunion, et donc il est pisté par les Allemands, il a peut-être été retourné par les Allemands, donc c'est en contradiction avec toutes les règles de sécurité. Hardy est le seul à s'échapper de la Réunion de Caluire. Et donc voilà, c'est le reflet des tensions qu'il y a au sein de la résistance. Il ne faudrait pas avoir une image idéalisée. Il y a aussi
des tensions, de la politique, et ça y a probablement coûté la vie parce que, voilà, Benouvi le dira, qu'il l'avait envoyé Hardy parce que c'était un fort en gueule et qu'il fallait tenir la dragée haute face à Jean Moulin, mais peut-être aussi que c'est une imprudence, voire plus. Donc, ainsi s'achève finalement l'épopée de Jean Moulin dans la Résistance, et débute à partir de 1945, ce qui nous amène à la conclusion. On était dans les catacombes de la Résistance et on va aller vers l'entrée dans le Panthéon. Jean Moulin aujourd'hui s'est imposé comme le visage de la Résistance. À titre d'exemple, je vous vends ma spécialité, 2159 communes ont une voie, une artère Jean Moulin. On a de nombreux monuments, on a plus de 800 écoles qui portent son nom. Alors pour nous c'est évident, en 1945 ça ne l'est pas. C'est-à-dire que en fait, tous les groupes qui ont participé à la Résistance proposent leurs héros. Alors, par exemple, pour les communistes, vous allez avoir des rues Gabriel Péry, des rues Pierre Sémar, des rues Daniel Casanova. Pour les socialistes, ça va être plutôt Brossolette qui va être mise en avant. Pour les gaullistes, on va être plutôt sur d'Étienne Dorve, qui était un résistant qui avait été fusillé en 1941. Plus tard, ce sera Leclerc après sa mort. Et donc il y a tout un travail, ce que Michel Fratissier, qui a fait cette histoire de la mémoire, a appelé les réseaux de la mémoire. Et notamment, il y a deux femmes qui sont très importantes dans cette perpétuation de la mémoire de Jean Moulin, dans cette restitution de la mémoire de Jean Moulin. C'est Laure, sa sœur, qui va véritablement vouer le reste de sa vie à la mémoire de son frère, et Antoinette Saxe. Et la consécration a lieu évidemment en 1964 avec la panthéonisation de Jean Moulin. Vous avez une photo ici, c'est Laure Moulin qui reçoit une décoration à titre posthume de son frère. On est au mur des fusillés à Béziers au Champ de Mars. Donc très rapidement, il y a la stèle dont parlait Alain. Tu veux dire un mot sur ce sujet? Oui, le docteur Thuzier, qui était donc un sculpteur à ses heures perdues, qui avait réalisé donc le portrait de Jean. Il y a une photo qui existe d'ailleurs quand il est en train de faire ce portrait, de sculpter ce petit portrait de Jean. Et donc il a offert à Laure, qu'il a remis au lycée Henri IV pour cette stèle qui est, je crois, le premier monument, ou un des tout premiers monuments qui a été... il me semble, c'est Bidault qui l'avait inauguré. Bidault qui était président du CNR quand Jean Moulin est mort. Il est sur la photo, Bidault, et ensuite donc, il décore l'or et il inaugure le monument. Voilà. Ça c'est 46. Ce monument qui est toujours, bien sûr, au lycée. Ça c'est 46, et celui-là c'est celui du plateau des poètes, qui date de 51. Alors là, c'est une mémoire qui est très localisée. On l'honore à Chartres, on l'honore à Béziers, on l'honore à Caluire, également au ministère de l'Intérieur. Les préfets se saisissent de la mémoire de Jean Moulin. Il y a un certain nombre qui ont des choses à se faire pardonner aussi, il n'y a pas eu que des Jean Moulin, loin de là. Et donc la consécration, c'est la panthéonisation de 1964 avec l'entrée, le discours de Malraux, le discours avec la voix gutturale de Malraux, entre ici Jean Moulin, avec ton cortège. Donc ça se fait à la tombée du soir. C'est une manifestation très très impressionnante qui recueille l'assentiment de toutes les forces politiques. Jean Moulin, c'est un homme de gauche qui a pris le parti du général de Gaulle. Et donc là, dans la mythologie résistante, ce qu'on appelle le résistentialisme, avec un T, eh bien, on a toutes les forces de gauche et les forces gaullistes qui sont à l'unisson, et c'est l'incarnation de la résistance. Et ici, eh bien, Jean Moulin va écraser finalement. Là, il devient le visage de la résistance, au point d'effacer aujourd'hui, si vous parlez de Pierre Sémar ou de Pierre Brossolette à des jeunes, ça leur dit rien. Alors que Jean Moulin, ils savent qui c'est, ils en entendent parler évidemment à l'école. Et puis cette mémoire elle est réactivée puisque en 1989, victoire de François Mitterrand, il va porter des roses au Panthéon, il en met une sur la tombe de Jaurès, il en met une autre sur la tombe de Jean Moulin. Donc il y a une nouvelle vague d'hommages qui a lieu. Mais ça n'est pas un long chemin peuplé de roses parce que les dissensions de la résistance durant la guerre, on les retrouve dans les années 70
notamment Henri Freinet du mouvement Combat qui va attaquer Jean Moulin, hein, qui va le dénoncer comme un crypto-communiste, comme un agent du KGB. Alors évidemment on fait le lien avec Louis d'Olivet, le RUP, etc. Alors que Jean Moulin n'était pas du tout communiste, hein, il est resté radical jusqu'au bout, je vous l'ai dit. Et donc Pierre Cotte qui est devenu communiste après la guerre, tout ça pèse dans la balance, et donc il y a l'idée de discréditer la figure de Moulin. Il y a des rancœurs, il y a des revanches, et donc il y a un dossier de l'écran qui est célèbre où Pierre Freinet porte ses accusations, et où c'est une cérémonie une émission très tendue qui a donné l'idée ensuite du débat à la fin de Papif de la Résistance, hein, où ils se disputent. On a des grands résistants, il y a Passy, il y a Raymond Aubrac, et il y a notamment Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, qui à partir de ce moment-là va écrire L'inconnu du Panthéon, 3 énormes volumes où il va retracer l'histoire de Jean Moulin pour montrer qui était vraiment Jean Moulin. Et ces batailles de mémoire, ces instrumentalisations de mémoire, elles ont continué, sont apaisées après les ouvrages de Daniel Cordier. Elles ont été réactivées, notamment en 2014, à nouveau avec des récupérations autour de Jean Moulin, dans une dimension idéologique. Je me suis échiné à vous montrer que Jean Moulin était un politique, qu'il faisait de la politique, qu'il était ancré dans un camp politique, et certains ont tenté de lui donner une nouvelle dimension idéologique en le récupérant, en le dépolitisant surtout, pour le réduire à une dimension uniquement patriotique, pour ne pas dire patriotard, en oubliant voilà, ses engagements, sa culture politique, et en l'embrigadant en fait avec les héritiers de tous ceux contre quoi il s'est battu, au point que l'appartement du très laïque Antonin s'est retrouvé béni lorsqu'il a été inauguré après sa rénovation. Donc voilà, tout cela est justifié à l'argument que Jean Moulin appartient à tout le monde. Il s'agissait d'un autre propos, de vous montrer d'où il venait, quelles étaient ses convictions intrinsèques. Il n'appartient pas à ceux qui lui ont craché dessus, ceux qui l'ont révoqué en novembre 1940, ceux qui l'ont pourchassé dans les 3 années qui ont suivi. Jean Moulin, c'est le visage de la République dans tout ce qu'elle a de plus lumineux, la République démocratique, une République sociale. C'est lui qui est à l'origine, je vous le disais, du projet d'après-guerre. On pense évidemment au CNR, une République des lettres et de la culture, comme vous la montrez. Allez. Oui, on l'a vu, Jean aura été fonctionnaire 20 ans, résistant 3 ans, mais artiste toute sa vie. Un artiste resté libre et insoumis, et tellement insoumis que dans un dernier pied de nez, la mâchoire fracassée, ne pouvant plus parler, la légende veut que lorsque Barbie lui tint un papier et un crayon pour écrire le nom de ses camarades, il aurait dessiné le visage de son bourreau. En devenant un résistant de la première heure, en remontant le courant quand d'autres se laissaient emporter par la collaboration, il fut là encore avant-gardiste. Et c'est bien là toute son œuvre. Nous vous remercions. Si éventuellement vous avez des questions, si vous voulez que nous entamions la discussion, on peut le faire de façon tout à fait formelle et officielle, ou de toute façon un peu plus informelle à la suite. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, Richard a écrit cet ouvrage, La croisade de Robert Ménard, qui est toujours en vente, qui en a ici je pense, qui est à 10 €. Et vous avez également à 10 € le catalogue de l'exposition que j'avais réalisé avec le professeur Jean Sagne. Juste un mot, si je l'ai amené, c'est parce qu'il y a un chapitre sur la résistance justement et les usages de la résistance qui peuvent être faits. Voilà, le propos c'est sur un chapitre en particulier. Voilà. C'était tout. C'était un peu long. Oh pardon, je suis désolée, vous avez ma tête un peu plate. Ah oui, oui, je vous enverrai la photo. Non, il n'y a pas à être désolé. Personne ici, excellente. Hein.